dépassé les 30 degrés cette semaine, il était temps, diront certains. Un temps idéal pour aller se baigner. Et sachez qu'en France, il y a le choix. Plus de 3000 zones de baignade. Eau douce, eau de mer confondue. Il y a un niveau de qualité de ces eaux très élevé. Alors bien sûr, en Midi-Pyrénées, on n'a pas la mer, on n'a pas les océans. Mais la plus grande région de France regorge de zones de baignade. Les lacs Saint-Ferréol, Montbel, Montdély, Marcus, mais aussi les bases nautiques en Aveyron, en Ariège, dans le Lot. Et bien sûr, toutes les rivières pour les nombreuses activités nautiques, sans oublier la pêche. L'an dernier, 99,1% des points de baignade de Midi-Pyrénées étaient de bonne ou de très bonne qualité. Ça, ce sont les chiffres de la mission régionale sur l'eau. Il faut d'ailleurs noter que ces chiffres, tant au niveau local que national, progressent depuis 2010. Prévention, communication, responsabilisation, maîtrise des pollutions, encadrement réglementaire aussi, c'est important. On va voir tout ça ce matin, on va aborder ça à 15 jours des grands départs en vacances. Et pour en parler avec nous ce matin, François Simonet, directeur de la planification, de la prospective et de l'évaluation à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Jean-Yves Pétavy, responsable du service d'assistance technique à l'épuration et au suivi des eaux au CIDET du Lot. Olivier Placereau, directeur de la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques de Haute-Garonne. Céline Jaron, coordinatrice du pôle environnement au comité régional Midi-Pyrénées de canoë-kayak. Et Alexandra Dalias, responsable de l'antenne Midi-Pyrénées de Surfrider Foundation. Et à tout seigneur, tout honneur, le mot d'introduction revient donc à notre hôte qui nous a invités ici à Portée-sur-Garonne aujourd'hui, monsieur Thierry Suot. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Commencer cet accueil par quelques excuses. D'abord, excusez mon ami Gérard Poujade, qui est président de l'ARP et conseiller régional, président de la commission développement durable du conseil régional, donc qui n'a pu se joindre à nous aujourd'hui et profiter donc de ce réseau média pour le saluer. Je ne doute pas qu'il nous écoute. Et puis, vous demander de nous excuser, Jean-Jacques Assema et moi-même, qui vous quitterons en cours de route. Jean-Jacques pour répondre à une interview télé sur les règlements locaux de publicité, puisque Portée vient de se doter d'un règlement local de publicité, et moi-même pour aller remettre aux élèves de CM2 qui passent en 6e un ouvrage intitulé Sauvons la planète. Donc nous sommes effectivement aujourd'hui sur des questions, l'eau ici et les eaux de baignade, le règlement de publicité ou encore que d'ambition, que de prétention, sauvons la planète, vraiment dans des thèmes qui nous sont, je n'en doute pas, très chers. Alors pourquoi choisir Portée-sur-Garonne qui ne dispose pas de lieux de baignade, hormis les piscines soit collectives, soit individuelles, qui ne disposent pas de zones de baignade. Donc pour ce débat, probablement parce que, et je veux remercier l'ARP, donc il y a eu ce choix de l'agence de délocaliser ces petits déjeuners, ces débats, pour faire vivre effectivement notre volonté d'animation démocratique, de débats et de rencontres en région. Alors vous me direz, Portée en région, ça n'est pas très loin de Toulouse, mais c'est une première. Je ne doute pas que progressivement nos pas et notre volonté nous conduisent vers d'autres communes, d'autres sites de la région, même si avec ces systèmes donc Internet, nous sommes aujourd'hui présents en région Midi-Pyrénées, donc pour ce genre de débat comme c'est le cas d'habitude. Choisir Portée peut-être aussi parce que depuis 2008, nous avons ici dans notre commune lancé les Journées Nature et que parce que nous sommes portés sur Garonne, nous avons cette conviction que le sur-Garonne se mérite à tous les sens du terme et que ça nous donne une belle responsabilité vis-à-vis du milieu naturel, vis-à-vis du fleuve, vis-à-vis de cette ressource en eau, que ce soit l'eau douce et pourquoi pas plus encore l'eau potable. Donc nous avons véritablement cette volonté politique. Donc merci à l'ARP aussi de venir par ce débat marquer cette volonté de travailler, d'œuvrer à la fois dans des actions concrètes, nos pratiques sur les espaces verts, nos pratiques sur la gestion différenciée de nos espaces, nos pratiques donc municipales, mais en même temps cette volonté d'animation démocratique, de pédagogie auprès des enfants et auprès de la population. Ce débat probablement aussi parce qu'en fin de semaine, la ville de Portée-sur-Garonne accueillera le village étape de l'Odyssée-Garonne, animé par l'association, organisé par l'association du Flocon à la Vague, donc qui sera ponctué d'un certain nombre de débats, d'actions vers les enfants des écoles pour, toujours pareil, leur expliquer comment l'eau des Pyrénées jusqu'à la mer va s'écouler ou jusqu'à l'océan va s'écouler et comment elle peut passer, certes par plusieurs états, mais aussi par plusieurs situations plus ou moins propres, plus ou moins polluées, qu'elle soit de l'eau pour l'agriculture, qu'elle soit de l'eau pour l'industrie, qu'elle soit de l'eau pour nos piscines, j'évoquais tout à l'heure, qu'elle soit de l'eau pour que nous puissions la boire.
Et donc c'est important aussi de travailler aux côtés de cette association qui est épaulée aussi pour ces débats par la Fondation France Liberté. Donc nous aurons l'occasion d'accueillir ici Emmanuel Poilane pour une série de débats donc, autour de cette question de l'eau et autour de la démocratie, au fond, de l'accès à l'eau, des enjeux autour de l'eau. Voilà donc peut-être quelques éléments d'explication pour la présence de l'ARP ici aujourd'hui et de ces débats à porter sur Garonne. Encore une fois, donc, sans que nous puissions nous mêler véritablement donc, de loisirs en eau vive et de qualité de l'eau. Quoique la qualité de l'eau, je vous l'ai dit, fait partie de nos préoccupations, bien sûr, à toutes et toutes, et nous sommes heureux de vous accueillir. Un mot peut-être en tant que président de la Clé du Sage-Garonne, pour vous dire que la Garonne est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations, plus largement et plus longuement qu'à Portet-sur-Garonne, puisque des Pyrénées jusqu'à l'estuaire, nous avons, depuis l'installation de la Clé, que j'ai l'honneur de présider, donc la commission locale de l'eau, cet engagement pour 2014 de parvenir donc à élaborer un schéma d'aménagement et de gestion. Et c'est bien là un enjeu collectif, un enjeu à la fois technique, de connaissance, et puis un enjeu démocratique, de participation, d'association des uns et des autres. Et donc je voulais simplement aussi profiter de cette tribune qui m'est offerte pour attirer votre attention sur ces enjeux du Sage-Garonne, pour lesquels je sais que l'ARP, comme la région Midi-Pyrénées, sont, pour ma part en tous les cas, d'excellents conseils et des partenaires quotidiens de notre travail, de nos travaux autour de ces problématiques de l'eau. Donc merci encore une fois, bienvenue à Portet-sur-Garonne. J'espère que ce débat sera riche et je vais pouvoir finalement partir vers les élèves de CM2 en leur racontant que à l'extérieur, à la mairie de Portet-sur-Garonne, il y a en ce moment même des femmes, des hommes qui débattent d'enjeux d'avenir et qui prennent au sérieux le fait que nous ne puissions pas laisser la planète dans n'importe quel état demain pour ces générations futures. Merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Siot. Allez, on commence avec notre premier intervenant, avec vous François Simonet. Vous êtes le directeur de la planification, de la prospective et de l'évaluation à l'Agence de l'eau à Tour-Garonne. Quels sont les enjeux, les objectifs du SDAGE en matière de qualité de l'eau? Et on remercie, je vous le dis tout à l'heure, les gens qui nous suivent, notamment la médiathèque de Pau, il y a les cyberbases de Quercy et de Gourdon, ainsi que celle de l'Île-sur-Sorgue. On sort un peu des Midi-Pyrénées puisqu'on va dans le Vaucluse. François. Bonjour, donc je n'avais pas prévu d'aller dans le Vaucluse, Vincent. Oui, c'est très beau le Vaucluse, c'est très très beau. Voilà. Donc on va plutôt rester quand même sur le bassin Adour-Garonne. Donc vous m'avez demandé alors de vous parler finalement de l'importance de préserver les zones amont des rivières pour avoir justement ces eaux de qualité, notamment ces eaux de baignade, mais aussi une faune équilibrée. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, effectivement, je ne vais pas forcément parler d'eau de baignade, d'autres le feront à ma place, notamment Jean-Yves. Plutôt vous expliquer ce que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, que vous connaissez tous, puisque vous êtes là aujourd'hui, que vous avez dû assister à notre petit déjeuner. Donc ce schéma directeur a pour objectif de planifier la politique de l'eau sur la période 2010-2015, et surtout un objectif extrêmement ambitieux d'atteindre le bon état des eaux, qui est fortement demandé par la directive cadre sur l'eau, qui est une directive européenne qui est commune à tous les États membres de la communauté européenne pour atteindre une restauration efficace des milieux aquatiques. Alors concernant ces zones amont, que se dit le SDAGE? D'abord, le SDAGE met en avant l'importance de la préservation des bassins versants amont. Pourquoi? Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous intéressez à l'eau. Les zones amont, les zones de montagne sont des milieux dans lesquels on trouve encore des eaux de bonne qualité. Ce sont des milieux qui sont le lieu de reproduction de poissons emblématiques tels que les salmonidés, la truite, mais également le saumon, dont on est en train de restaurer les populations sur la Garonne et sur la Dordogne, notamment sur la Dour aussi. Mais ces zones amont abritent aussi des zones humides qu'on appelle les tourbières, qui ont un rôle important dans la régulation des ressources en eau, notamment pour les crues, mais également pour les sécheresses, puisque vous savez qu'elles jouent un rôle d'éponge et permettent donc d'accumuler de l'eau pendant l'hiver pour la restituer très doucement pendant l'été pour alimenter les cours d'eau. Alors cela dit, donc, ce sont des milieux effectivement qui sont extrêmement particuliers, mais qui sont aussi extrêmement fragiles du fait de ces particularités notamment. Alors ils sont fragiles et ils subissent de nombreuses pressions humaines. Ce sont des milieux d'abord qui sont magnifiques, les montagnes, donc il y a beaucoup de tourisme à la fois l'été et aussi l'hiver avec les stations de ski,
donc avec de très fortes concentrations de population. Donc ces afflux de population impliquent effectivement des pollutions, des rejets domestiques importants également qu'il va falloir savoir traiter. Ce sont également des lieux qui sont fortement fréquentés pour les sports d'eau vive. Alors effectivement, les sports d'eau vive, c'est très intéressant pour ceux qui les pratiquent, mais ça peut avoir aussi des impacts sur la faune et la flore des cours d'eau. Ça peut déranger les zones de frayère, ça peut déranger les populations de poissons. Donc lorsqu'on fait du canoë en zone de montagne, on a aussi un impact qui peut être négatif sur les populations animales de ces milieux. Également, ce sont des secteurs où il y a une activité pastorale traditionnelle, donc où on élève du bétail, et ce bétail a la particularité, comme nous, d'avoir soif de temps en temps, et généralement, il va s'abreuver au bord des petits ruisseaux, et lorsqu'une vache va s'abreuver dans un ruisseau, elle piétine le fond de la rivière, et peut aussi également détruire des frayères, empêcher la reproduction de certains poissons. Donc là, vous verrez aussi, il y a des mesures à prendre de ce côté-là. Et puis, effectivement, donc, qui dit montagne, dit production d'énergie renouvelable, hydroélectricité. Donc c'est une énergie effectivement renouvelable, une énergie dite verte, mais qui a des impacts extrêmement importants sur les milieux aquatiques, ne serait-ce que par le fait qu'on construit des barrages et qu'on empêche les poissons de se déplacer, par le fait également que l'on stocke de l'eau qui se réchauffe, donc qui n'a plus les caractéristiques qu'elle avait avant, mais également aussi par le fait que comme ce sont des installations qui permettent d'abonder en courant lors des points de consommation, on fonctionne par éclusée, donc on augmente brusquement le débit de la rivière, et ça peut également perturber la faune piscicole. Enfin, il y a aussi une pression importante, une pression de loisir aussi, c'est la pêche en rivière. Donc, bon, Olivier Placereau est là, on a fait d'énormes progrès, mais aussi la pêche peut être un élément perturbateur sur les milieux amont. Donc ça, c'était pour dresser un petit peu. Ça marche pas tous les coups, ce truc-là. Si, c'est bon, là, voilà. Alors donc, je vais aller très vite, hein, parce qu'on pourrait y passer la journée entière à parler de tous ces milieux-là. Donc le SDAGE est extrêmement volontaire pour ce qui concerne la protection et la restauration des zones amont, puisqu'on dit que c'est un enjeu de solidarité. Si on maintient une bonne qualité des eaux des milieux aquatiques en amont, on peut garantir un peu mieux d'avoir une continuité dans la qualité de l'eau sur les zones beaucoup plus aval. Si on commence à dégrader l'amont, il est clair qu'à l'aval, on risque d'avoir des problèmes à un certain moment. Donc c'est bien renforcer la protection, et avec une vision particulière, c'est d'avoir une approche préventive. Il est important, on dit souvent prévenir vaut mieux que guérir, et pour ces milieux-là, effectivement, il est important d'avoir cette approche à l'esprit pour éviter de dégrader, au contraire, faire en sorte de retenir les pollutions à la source, faire en sorte de prendre les mesures nécessaires pour éviter de dégrader ces milieux. Et aussi, il y a un point important, c'est que ces milieux-là, bon, on les connaît pas forcément bien. Et si on veut les gérer d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus restauratrice, il faut apprendre à mieux les connaître. Donc il y a également un effort aussi de connaissances à développer sur ces milieux. Donc le SDAGE propose et demande à ce qu'on essaye de mettre en place une politique adaptée aux zones de montagne, aux zones amont. Bon, pas forcément une politique extrêmement bien définie, mais qu'on fasse attention, lorsqu'on va travailler sur ces milieux-là pour les restaurer, de prévoir des actions les mieux adaptées possibles à leur particularité. Il y a plusieurs façons de voir les choses. On se trouve dans ces milieux-là avec des atteintes multiples à l'environnement. J'ai parlé, piétinante par le bétail, fréquentation touristique importante, rejet domestique à traiter. Donc il faut avoir une approche, je dirais, une approche sur un territoire, mettre tous les acteurs autour de la table pour arriver à résoudre ces problèmes, une approche territoriale, une approche multipartenariale, toujours dans l'esprit d'avoir un peu cette vision préventive. Il y a également aussi une particularité de ces milieux. Ce sont des zones qui sont relativement défavorisées, donc qui ont peu de moyens financiers pour pouvoir justement protéger ces milieux aquatiques. Donc le SDAGE propose d'avoir un regard un peu particulier sur ces problèmes financiers, faire en sorte de donner à ces milieux-là, aux gestionnaires de ces milieux, les moyens des ambitions que l'on se donne pour les restaurer. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Alors on parle souvent de solidarité amont-aval parce que la rivière coule du haut vers le bas, mais dans ce cadre-là, au niveau financier, ça peut être une solidarité aval-amont, c'est-à-dire que ceux qui profitent finalement d'une bonne gestion des milieux aquatiques à l'amont contribuent à une partie du financement des actions dont ils bénéficient après. Donc je ne vais pas donner la liste de toutes les actions pour aller plus vite. Le SDAGE a quand même, et là je vais revenir un petit peu sur quelque chose de plus écologique finalement que la qualité des eaux de baignade.
Ces milieux-là sont extrêmement importants. Ils ont été dans le SDAGE identifiés selon 4 critères, d'ailleurs qui avaient été proposés par la directive cadre sur l'eau. D'abord, on trouve dans ces milieux ce qu'on appelle des réservoirs biologiques. Alors les réservoirs biologiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des milieux qui sont encore en bon état, qui comportent une biodiversité relativement préservée. Et on espère qu'en préservant ces milieux-là, par migration amont-aval, on va pouvoir permettre la recolonisation des zones qui sont beaucoup plus perturbées à l'aval, avec des espèces qui viendront de l'amont. On essaye d'assurer par ce biais-là une sorte de continuité de biodiversité, c'est-à-dire les zones amont ensemencent l'aval. C'est extrêmement important. On a remarqué déjà que ça pouvait fonctionner dans certains cas. Ces milieux abritent aussi des cours d'eau en très bon état écologique. Et là-dessus, effectivement, il y a un enjeu de préservation. Il faut absolument que ces milieux qui sont déjà en très bon état ne soient pas dégradés. Et on verra qu'il est extrêmement difficile de prévoir des actions pour ne pas dégrader ces milieux, parce que sur le plan de la communication, sur le plan de la conviction des gestionnaires, c'est compliqué de leur expliquer qu'on ne va pas faire ceci ou qu'on ne va pas faire cela, parce qu'il ne faut pas dégrader ces milieux aquatiques. Autre élément important qui est identifié dans le SDAGE, on a tout à l'heure j'ai parlé de saumon, effectivement c'est dans les zones amont que vont se reproduire toutes ces espèces emblématiques, notamment le saumon atlantique. Donc là également il est important de prendre en compte toutes les actions qui sont proposées dans les COGEPOMI. Alors peut-être qu'Olivier en parlera, des COGEPOMI, c'est un peu son job. Bon, il n'en parlera pas, donc ce sont des comités de gestion des poissons migrateurs, c'est eux qui prévoient, je dirais, les actions qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir justement assurer la recolonisation du bassin à Dour-Garonne par ces grands migrateurs. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a les zones humides remarquables de ces milieux. Bon, là c'est pareil, il y a des nécessités de protection, mais également, lorsqu'on est contraint pour des projets d'intérêt général de porter atteinte à des zones humides, le SDAGE recommande, même demande, de compenser la perte de ces zones humides en créant de nouvelles zones humides. C'est quelque chose d'extrêmement important dans le SDAGE. Non, mais ça va, je peux encore bouger. Voilà, donc je vais aller très vite sur les objectifs parce que c'est assez classique, mais c'est quand même extrêmement spécifique à ces milieux. Donc c'est restaurer la continuité écologique. Vous avez entendu parler des trames bleues, dont on a beaucoup discuté lors du Grenelle de l'environnement. Mais reconstituer une trame bleue, c'est faire en sorte que les espèces, que les sédiments, que les matériaux puissent circuler librement dans les cours d'eau. Ça s'appelle la continuité écologique. Également, un point important, c'est de limiter l'impact de l'hydroélectricité. On en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a tous ces cours d'eau que j'ai identifiés tout à l'heure comme étant des milieux remarquables dans la diapo précédente vont faire l'objet de classements dans le cadre de la réglementation nationale pour les protéger, pour éviter que l'hydroélectricité ne les dégrade davantage, voire même dans certains cours d'eau, interdire l'implantation de toute nouvelle installation hydroélectrique. Il y a également un point important, on l'a dit, c'est améliorer la gestion des centrales hydroélectriques. Donc c'est la problématique des éclusées, faire en sorte que les éclusées soient moins vulnérantes, soit que la montée des eaux soit beaucoup plus lente. On en parlait avec mon ami Philippe Circal tout à l'heure à propos de la Dordogne. On a remarqué depuis 6 ans, depuis qu'EDF s'est lancé dans une meilleure gestion des éclusées, une meilleure productivité piscicole sur la rivière Dordogne, donc ça fonctionne là aussi. On a identifié également, lorsqu'on a réalisé le SDAGE, une problématique liée à la prolifération des petits plans d'eau. Alors ça, c'est plutôt sur les têtes de bassins versants situés un peu plus en aval. Lorsqu'on installe des petits plans d'eau de loisirs ou des petits plans d'eau d'irrigation sur le chevelu hydrographique, on va stocker de l'eau qui va chauffer. Donc on va modifier complètement le régime thermique des cours d'eau, on va modifier aussi la qualité de l'eau de ces cours d'eau, et on peut avoir des atteintes importantes également à la faune piscicole. Enfin, dernier point que je citerai, c'est arrêter la dégradation des zones humides. Donc là, c'est valable pour les milieux aval, mais c'est extrêmement important pour les zones de montagne, j'expliquais pourquoi tout à l'heure. Donc c'est surtout maîtriser les causes de disparition. Donc c'est une problématique qu'on règle souvent avec la profession agricole, et puisque vous savez qu'on a par le passé détruit énormément de zones humides pour pouvoir justement les mettre en valeur agricole. Donc on essaye de revenir en arrière là-dessus. Alors évidemment, je représente l'agence de l'eau à Dour-Garonne, donc je vais vous expliquer un peu ce que nous, on a prévu de faire justement pour accompagner un peu la restauration et la préservation de ces zones amont. Déjà, donc, lorsqu'on a révisé notre 9e programme en 2009, on s'était mis en ordre de marche pour atteindre, ou tenter d'atteindre en tout cas le bon état des eaux en 2015. Je vous rappelle que sur notre bassin, nous nous sommes engagés à atteindre à ce que nos milieux aquatiques soient à 60% en bon état en 2015. Ce n'est pas rien, nous sommes aujourd'hui à 48%.
le gap vous paraît faible, mais en termes de gestion environnementale, c'est extrêmement important. Et là, nous sommes en train en ce moment de préparer notre 10e programme qui sera mis en œuvre à partir de 2013 jusqu'à 2018. Donc ce 10e programme devrait nous permettre d'atteindre le bon état qu'on avait prévu en 2015. Donc les priorités de ce programme, c'est bien d'atteindre ces objectifs d'usage. Et on a commencé à discuter entre nous. On est en train de voir comment on pourrait apporter une attention un peu plus soutenue sur ces zones amont, notamment, dont je l'évoquais tout à l'heure, en essayant de mettre en place, lorsque ce sera nécessaire, une solidarité financière entre l'aval et l'amont, sur les priorités évidemment qui auront été identifiées. Voilà, également aussi, lorsqu'on va mettre en œuvre des actions pour restaurer ces milieux, on aura le devoir de trouver les actions les mieux adaptées à leurs particularités, des actions qui auront le meilleur coût-efficacité, c'est-à-dire les actions, on va essayer de trouver l'efficience, la meilleure efficience des investissements qu'on fera dans ces milieux. Et partout, donc, si vous prenez le cas d'une station d'épuration de montagne en plein hiver, l'été, vous avez 300 habitants et lors de la fréquentation touristique, vous avez 3 4 000, 5 000 personnes, avec des stations qui fonctionnent biologiquement, avec des écarts de température importants. Il est certain que pour les montagnes, il faut trouver des outils, et ça existe, qui sont adaptés à ce type de climat et à ce type de variation de population saisonnière. Et ce que je disais tout à l'heure est encore plus important dans ces milieux amont, c'est la contractualisation sur les objectifs. Je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup d'acteurs concernés par le sujet, dans des milieux difficiles. Donc là, plus qu'ailleurs, il faut réunir ces acteurs, discuter avec eux. Il faut qu'ils trouvent ensemble des objectifs et des actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Donc il y a aussi un effort important d'animation de ces acteurs-là. Donc c'est ce que l'agence est en train de développer actuellement, ce qu'elle appelle la politique territoriale, l'action territoriale. Aujourd'hui, si on ne travaille pas avec toutes les parties prenantes, on n'atteindra pas nos objectifs. Alors, pour terminer, je vais quand même vous donner quelques... Là, vous avez un écran. Donc, comme on va parler de qualité d'eau de baignade, vous avez le système d'information sur l'eau qui est accessible sur... alors, non, pardon, là, c'est notre site internet où vous aurez des informations. Et je voulais vous montrer, voilà, le système d'information sur l'eau. Donc, vous pouvez accéder sur ce SIE, soit par notre site internet, soit par le site de l'Adréal Midi-Pyrénées. Et vous avez sur le système d'information sur l'eau, qui est un système qui est harmonisé au niveau national, donc c'est un système national, vous avez toutes les informations sur l'eau, que ce soit sur les prélèvements, sur les rejets, sur la qualité la qualité des rivières, la qualité des lacs, la qualité du littoral. Vous avez toutes les informations disponibles, accessibles gratuitement, sont des données publiques, donc vous pouvez les télécharger, vous pouvez même, pour les techniciens, les interpréter, les travailler, voilà. J'arrêterai là parce que le temps presse. Merci de votre attention. Alors, c'est écrit, mais je le dis quand même. Et je vais passer la parole à notre animateur préféré, Vincent Alain, pour qu'il introduise le second. Parfait, merci beaucoup François. Alors effectivement, on va partir. Oui, vous pouvez, oui. Pas de souci. On va partir dans le Lot avec Jean-Yves Pétavy. Jean-Yves, vous êtes responsable du service d'assistance technique à l'épuration et au suivi des eaux au CIDED du Lot. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et on va voir avec vous quelles sont les actions là-bas du Conseil général en faveur de ces eaux de baignade. Merci, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, le CIDED, c'est un syndicat mixte au niveau départemental et auquel le Conseil général a délégué un certain nombre d'activités, notamment en matière de suivi de la qualité des eaux et d'appui technique en matière d'eau de baignade. Voilà un petit peu pour vous dire. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est aussi le résultat d'un certain nombre d'actions entreprises depuis presque 2 dizaines d'années par le Conseil général du Lot en matière de reconquête de la qualité des eaux. Alors, je vais vous parler de la situation du département du Lot. Nous avons la chance dans le Lot d'avoir un patrimoine un petit peu exceptionnel en matière de rivières qui permettent la pratique des loisirs aquatiques, puisque avec la Dordogne, le Lot ou le Célé, c'est près de 350 km de rivières sur laquelle il y a de la baignade, mais aussi du canoë et différentes activités aquatiques. Alors la baignade, elle se fait soit sur des sites aménagés, soit de façon diffuse. Et puis on a même des activités de type sportive, avec de la nage en eau vive, en eau courante,
du canoë, du ski nautique. Voilà quelques images pour vous inviter à venir faire un tour dans le Lot. Mais aussi de la navigation fluviale, avec près de 75 km de rivières qui ont été ouverts à la navigation fluviale depuis 1990. Et le plus, peut-être, par rapport à, bien que ça ait aussi ses charmes, par rapport au canal du Midi sur lequel se pratique ce genre d'activité, eh c'est qu'en même temps, les plaisanciers peuvent se baigner. Voilà. Alors cette situation-là, malheureusement, elle n'a pas toujours été aussi idyllique. Donc je vais vous faire un petit historique. Pour mémoire, dans les années 92, le constat sur les sites de baignade, c'est qu'on avait 96% des sites sur lesquels la qualité des eaux était inapte à la baignade au sens du contrôle sanitaire. Puisque à l'époque, nous avions comme données uniquement celle du contrôle sanitaire. Donc tout ça, cette situation, bien évidemment, a fait réagir les élus et ils ont décidé d'essayer de voir ce qui se passait, de comprendre et d'essayer d'améliorer la situation puisque ça renvoyait une image touristique pour le département du Lot qui n'était pas très bonne. On vantait d'un côté les paysages, un patrimoine exceptionnel préservé et en même temps, on avait aussi des panneaux baignade interdites. Donc c'était un petit peu contradictoire. Je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé un petit peu sur une rivière, le Célé, qui était l'une des sites sur lesquels la qualité était la plus dégradée. Donc ce constat a été fait dans les années 90. Il s'en est suivi la mise en place d'opérations de suivi de la qualité de façon un petit peu nouvelle et qui allait bien au-delà de ce qui se fait avec le contrôle sanitaire. Alors je me souviens même être allé à l'agence de l'eau négocier à l'époque des aides pour mettre en place un suivi coordonné de la qualité des eaux et qui intègre la bactériologie parce que ça ne faisait pas partie à l'époque des données qui étaient sur les réseaux nationaux de suivi de la qualité des eaux. Vous avez sur le petit diagramme un petit peu l'évolution au cours des années de l'indice de qualité des eaux, donc avec deux courbes, une pour le temps de pluie et l'autre pour le temps sec. Et vous voyez qu'on avait la courbe du haut, la bleue, on a rapidement regagné en qualité. Et par contre, sur la courbe du bas, on a encore des dégradations qui peuvent se faire. C'est la caractéristique des rivières en période de pluie. Alors il y a eu une forte mobilisation autour de cette reconquête de la qualité des eaux. Donc il a fallu intervenir tous azimuts. Il a fallu sortir les vaches des cours d'eau, mettre aux normes les bâtiments d'élevage et bien sûr éviter que les réseaux d'assainissement ne débordent, reconstruire des stations d'épuration, assurer la collecte pour que les eaux usées arrivent bien jusqu'à la station d'épuration. Donc tout ça, bien sûr, ça prend du temps. Et vous voyez, c'était dans les années 90. Et on a, près de 15 ans après, on a réussi une reconquête de cette qualité de l'eau. Mais ça a été une longue histoire qui a nécessité la mobilisation de tous les acteurs. On a encore aujourd'hui, vous l'avez vu sur la courbe, c'est la particularité des rivières, des dégradations qui peuvent se faire en période de pluie. Et pour rouvrir assez rapidement ces baignades, et en tout cas informer le public et éviter des rumeurs persistantes qui couraient le long de la Dordogne ou du Lot, et qui avaient un impact assez désastreux pour les touristes. Donc le Conseil général, avec l'appui d'un certain nombre de partenaires, dont la région, a mis en place un dispositif un petit peu novateur d'information. Ça s'appelle Info Loisirs. Alors ça consiste en quoi? Tous les matins, sur la période du 15 juin au 15 septembre, donc c'est en fonction, c'est déjà là depuis plus d'une semaine, nous publions un communiqué qui prévoit ce que sera la qualité de l'eau pour la journée sur les différentes rivières du département. Alors ça paraît comme ça facile, mais c'est tout un travail qui a été fait et construit sur ce dispositif.
de façon à partir des données qui étaient disponibles en termes de météo, de débit, de suivi de la bactério, à être en mesure chaque matin de prévoir quelle sera la qualité de l'eau sur les 3 rivières du département. Alors cette prévision sont recalées par rapport à des analyses régulières qui sont faites journalières en termes de bactério, avec notamment des analyses à réponse rapide. Mais aujourd'hui, là, nous avons un dispositif relativement fiable. Et ce communiqué est diffusé, bien sûr, il est sur le site internet du Conseil général, mais il est aussi diffusé à près de 500 partenaires, loueurs de canoës, gestionnaires de sites de baignade, mairies riveraines, hôtels, enfin tous les établissements qui ont un petit peu les pieds dans l'eau, office de tourisme aussi. Donc chaque matin, il y a un envoi mail qui permet de diffuser ce communiqué. Alors, Info Loisirs a été mis en service en 2003. Donc, vous voyez, on va fêter le 10e anniversaire. Alors, il a évolué au fil des temps, puisque l'objectif, c'est d'identifier les jours où la baignade est susceptible d'être dégradée. Et donc, aujourd'hui, ce dispositif évolue un petit peu pour aller vers une gestion en temps réel sur les sites de baignade et permettre, en cas de problème, d'informer les gestionnaires de baignade afin qu'ils, vous savez que la nouvelle réglementation en a offert la possibilité. Donc il peut y avoir sur les baignades recensées officiellement donc, des fermetures temporaires pour la journée. Donc là, on a un outil technique qui permet d'améliorer la gestion au quotidien de la qualité des eaux sur les sites de baignade recensés, mais qui couvre également les 350 km de rivières du département. Alors, cette reconquête de la qualité de l'eau, elle s'est traduite de façon très concrète par une ouverture au cours de ces dernières années, donc de nouvelles baignades recensées officiellement au titre de la directive européenne. Donc, pour mémoire, il y a eu 5 nouvelles baignades recensées en 2008, essentiellement sur la vallée du Célé, où toutes les baignades avaient été fermées. 3 autres en 2009, aussi sur le Célé, plus une à Cahors. Et cette année, il va s'ouvrir également 2 nouvelles baignades, une à Souillac et l'autre à Cabreret, dont l'inauguration officielle d'ailleurs doit avoir lieu cet après-midi. Avec un cas particulier, puisque le Célé est une rivière non domaniale, donc ça pose des problèmes d'accès, puisque les riverains sont propriétaires des berges. Et donc, il y aura aussi cet après-midi, de façon un petit peu solennelle, la signature d'une convention d'usage avec un des riverains de cette baignade, puisque la commune possède une parcelle, mais il y a aussi une petite partie qui empiète sur le domaine privé. Donc là aussi, un travail qui a été fait avec les riverains pour aboutir à des consensus qui ne sont pas toujours évidents, puisque dès lors qu'il y a fréquentation, eh bien, ça pose effectivement des problèmes de voisinage, parfois sur les milieux aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, nous en sommes à 23 sites de baignade officiellement recensés dans le département du Lot. Il y a des plans d'eau, mais la plupart sont en rivière. Et sur ces 23 sites de baignade, c'est aussi la particularité, il y a simplement 12 qui sont aménagés, donc qui font l'objet d'une surveillance physique par du personnel de type maître nageur. Alors c'est aussi une particularité, puisque nous avons des baignades diffuses, on n'est pas sur la côte du littoral, donc la fréquentation elle est importante tout le long du linéaire, et un peu plus sur certains sites, mais on est loin de très grosses fréquentations. Donc la mise en place d'une surveillance ne s'impose physique, ne s'impose pas toujours. Là aussi, le chemin a été un peu long à parcourir. Nous avons dû organiser de nombreuses rencontres avec notamment les services de l'État, puisque cette notion de baignade non surveillée physiquement n'était pas toujours évidente à faire passer. Et donc, peut-être on l'abordera, mais ce que nous en avons retenu, c'est que le principal
en matière de responsabilité pour le gestionnaire de la baignade et donc pour le maire, puisque à la base, c'est lui qui a la police des baignades. L'important, c'est l'information. Et donc, il faut essayer de faire axer les efforts là-dessus. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle nous avons, cette année, réussi à réaliser une opération groupée de panneaux d'information. Donc, il y aura sur tous les sites du département du Lot un panneau spécifique qui permet d'informer le public et qui répond aussi aux objectifs qui sont issus de la réalisation des profils de baignade. Je terminerai par deux opérations un peu emblématiques. C'est l'ouverture en 2009 de Cahors Plage. Donc, il y a donc en plein centre-ville, sur la rivière Lot, une opération d'animation tout l'été, un peu comme je crois que ça existe à Toulouse, Toulouse Plage, Paris Plage. La grosse différence, c'est qu'à Cahors, il y a l'animation, mais on peut aussi réellement se baigner dans la rivière. Alors ça a été un petit peu, je dis emblématique, et puis c'est un symbole parce qu'il y a encore, où il y avait énormément de personnes qui pensaient qu'on ne pouvait ou qu'on ne pourrait jamais se baigner dans la rivière, dans le Lot à Cahors, voilà, presque sous les bouches des anciens égouts qui ne débordent plus, voilà. Et donc en matière là aussi de communication et d'impact sur le public, c'est particulièrement intéressant d'avoir une opération de ce type. Autre opération sur laquelle aussi nous avons de communication et d'information, j'allais dire de sensibilisation du public, eh bien depuis 2 ans, donc nous avons aidé à l'organisation, ou participé plutôt à l'opération Big Jump. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Donc Big Jump, je pense qu'en anglais tout le monde arrive à traduire. Mais grosso modo, il s'agit d'une opération menée au niveau européen pour sensibiliser le public à la reconquête ou au retour à la baignade dans les rivières, à la réappropriation en tout cas des citoyens de leurs eaux de baignade. Et donc chaque année, donc, à une date donnée, à une heure donnée, bien, tout le monde sur des sites repérés qui sont candidats à l'opération, tout le monde se jette à l'eau en même temps. Voilà. Donc nous en avons eu comme ça à Figeac, Cahors, Cajarc et Souillac. Et bien cette année, donc date à retenir, donc le juillet, ce dimanche, dans 10 jours, à 15 h, voilà, il faudra, l'opération est renouvelée. Voilà, je vous remercie de votre... Merci beaucoup Jean-Yves Pétavy. Alors effectivement, à défaut d'aller se baigner dans la Garonne ici à Portet ou à Toulouse, on ira chez vous dans le Lot. Allez, Olivier Plastreau, vous êtes directeur de la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques de Lot-Garonne. Et vous allez nous dire que finalement la qualité des eaux, ça ne se discute pas et que finalement pour les pêcheurs, c'est une priorité. Oui, bonjour. Donc, mon exposé sera centré non pas donc du coup sur la Haute-Garonne, mais bien sur la pêche en Midi-Pyrénées. Donc, vous allez voir, j'ai essayé d'aborder ça sous 2 aspects assez distincts. Un premier sur les interactions que les pêcheurs peuvent avoir avec les milieux aquatiques et les enjeux que ça peut représenter pour eux et les actions qu'ils peuvent y mener. Et puis, dans un second temps, j'ai tenu à vous faire part de quelques considérations concernant ce que nous savons aujourd'hui de la typologie des pêcheurs. Qui sont-ils, qu'attendent-ils et quel regard portent-ils sur les milieux aquatiques, et aussi quelles sont leurs attentes et la façon dont ils les perçoivent. Je pense que c'est un aspect qui peut être utile à la compréhension générale des interactions entre les pêcheurs et les milieux aquatiques et au-delà avec l'ensemble de la société. Donc, quelques chiffres d'abord sur la pêche en Midi-Pyrénées. C'est la pêche. On parle bien de la pêche de loisirs amateurs, mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est très professionnalisé désormais. Il y a 77 salariés de fédérations de pêche.
la répartition territoriale, c'est quelque chose de très important, hein. Les fédérations de pêche regroupent des associations de pêche qui elles-mêmes, la fédération regroupe ces associations. On a plus de 300 en Midi-Pyrénées. Les effectifs de pêcheurs, on parle de beaucoup de monde, hein. La pêche, c'est plus de 140 000 pêcheurs en Midi-Pyrénées, 140 000 pour l'essentiel, donc des cartes annuelles. Pour vous donner une idée, quand même, dans notre région d'Ovalie, il y a nettement plus de cartes de pêche que de licences de rugby. Hein, vous voyez de quoi on parle, hein. La pêche est en France la seconde activité fédérée encartée, on va dire, après le foot. Donc sur le plan des effectifs, on parle vraiment de beaucoup de monde. La discrétion des pêcheurs fait qu'on n'a pas toujours forcément conscience de cet enjeu quantitatif. Autre point intéressant, les mineurs, ils représentent, vous voyez, plus de 40 000 personnes en Midi-Pyrénées. Ça veut quand même dire qu'on est donc entre un quart et un tiers, hein. Contrairement là aussi à une image souvent envisagée de la pêche, c'est une activité jeune. Peu d'activités peuvent mettre en avant le fait qu'ils ont entre un tiers et un quart de leurs effectifs qui sont mineurs, hein. Donc c'est vraiment une activité qui a un dynamisme et un recrutement. Et ça se traduit aussi par la proportion de cartes vacances et journalières, hein. Donc vous le voyez, dont les effectifs sont quand même plus modestes, mais quand même avec plus de 17 000 pratiquants. Ça veut dire qu'on a aussi un impact sur de la pratique occasionnelle, vacancière, etc., avec un turnover aussi de pratiquants non réguliers, hein. C'est ce que veulent dire les cartes vacances et les cartes journalières, c'est-à-dire des pratiquants occasionnels et qui donc sont susceptibles de se renouveler et de brasser encore plus la population générale de pratiquants. Quelles sont les activités que nous menons? J'ai choisi plusieurs axes. Alors la priorisation hiérarchique n'est pas forcément la chronologie du tableau, hein, mais c'est juste pour vous indiquer les pistes principales. Nous travaillons de plus en plus, avec une évolution très nette au cours des 5 dernières années, dans le domaine de la sensibilisation au milieu aquatique. Et donc à la pratique de la pêche dans ces milieux. C'est tourné essentiellement vers un public de jeunes, essentiellement vers des publics d'enfants, y compris des enfants avec des difficultés motrices ou psychologiques, etc., sur lesquels la pratique de la pêche de loisirs et les activités qui vont autour sont particulièrement utiles et socialisantes. Et donc, vous voyez que seulement sur l'année 2011, hein, dernière année en date pour nous pour les comptages, hein, on travaille toujours l'année N+1, donc je ne peux vous parler que des effectifs 2011, 2012 est encore en cours pour tout évidemment. Plus de 12 000 pratiquants qui ont été sensibilisés au milieu aquatique, donc ça représente du monde. Nos actions sur la protection des ressources et des milieux, François Simonet, tout à l'heure vous avez évoqué les enjeux concernant la reconquête des milieux aquatiques et les objectifs d'atteinte du bon état. Il faut savoir que ça passe aussi par la non-dégradation. Et la non-dégradation, c'est un souci constant pour l'ensemble des services concernés, évidemment en priorité les services de l'État qui ont la charge de la police de l'eau. Mais nous avons un rôle consultatif important dans ce domaine, dans la mesure où tous les travaux en rivière et diverses activités qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les milieux aquatiques font l'objet aussi d'une consultation des pêcheurs. Ça représente près de 500 réunions à l'échelle de Midi-Pyrénées. Et de façon plus concrète aussi, pour parler de l'activité de nos gardes-pêche, qui sont aussi des agents de surveillance des milieux aquatiques et qui ont un rôle, et je le rappelle, avec un financement des seuls pêcheurs, hein, donc sur nos fonds propres. Donc ces gens-là agissent pour l'intérêt général en surveillant le milieu aquatique. Ils font évidemment la répression du braconnage et de la police de la pêche, mais aussi donc la surveillance de ces milieux. Et de façon concrète, on parle de plus de 200 procès-verbaux dressés par an par les gardes-pêche, directement dans le sens de la protection des milieux aquatiques et de l'environnement. C'est quelque chose qui est tout à fait significatif. Pour ce qui concerne nos actions en termes de gestion, études et aménagement, nous menons régulièrement des études de connaissance des milieux aquatiques et des populations piscicoles, une trentaine par an en moyenne. Nous menons aussi des chantiers d'aménagement de rivières. Ce qui est intéressant, là, si vous regardez ce qui se passe depuis, on en a mené une trentaine à l'échelle de Midi-Pyrénées depuis 1998. Et dont 17 en 2011. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une forte montée en puissance de nos actions dans le domaine
des chantiers d'aménagement au sens de l'amélioration de l'habitat des milieux aquatiques. Il faut bien comprendre que ces chantiers sont des chantiers dont l'objectif est d'améliorer la fonctionnalité des milieux. Tout ça avec quelques illustrations. Donc ça, c'est la partie qui concerne le travail des gardes-pêche qui vont constater des choses sur le terrain. Ça, c'est le type de mise en œuvre d'aménagement. Là, il s'agit de la remise en état d'une frayère à Brochet sur la Garonne à Grenade. Donc ça, c'est en Haute-Garonne. Donc ce genre d'activité qui permet de remettre en connexion des annexes fluviales de manière à permettre aux poissons de venir s'y reproduire. Je vais vous parler ensuite de l'aspect gestion du loisir. La pêche, c'est à la fois donc, la nécessité de gérer le terrain de jeu, on va dire, mais aussi la nécessité d'organiser la pratique des adhérents. Le maître mot pour nous en matière d'aménagement de ce point de vue, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, ça comprend plusieurs aspects. L'un, c'est l'accès à l'eau au sens de la possibilité d'avoir des mises à l'eau pour mettre des barques de pêche, la possibilité d'accéder au bord des rivières par le biais des cheminements, des accès, etc. Vous aurez remarqué que dans un passé relativement récent, une des grandes difficultés que tous les citoyens finalement rencontrent lorsqu'ils veulent se rendre au bord de l'eau, c'est de trouver des chemins praticables qui n'ont pas été fermés pour des raisons de sécurité publique, de dépôt d'ordures, etc. Parce que les bords des rivières sont souvent perçus comme des sortes de no man's land où il se passe des choses plus ou moins avouables ou recherchées. Donc du coup, par simplification d'une action de police, les élus, notamment locaux, ont souvent tendance à rechercher la fermeture de ces chemins pour éviter les conséquences de fréquentation au bord de rivière. Pour la pratique de la pêche, c'est évidemment préjudiciable, très fortement préjudiciable, mais ça l'est aussi de manière générale pour l'ensemble des citoyens, parce que si on veut que les gens s'approprient les milieux aquatiques, soient conscients des enjeux, de leurs attraits aussi, il faut qu'ils puissent se rendre au bord de l'eau, tout simplement, pique-niquer avec les gamins, aller tremper les pieds dans l'eau, etc. Et tout ça, on s'aperçoit aujourd'hui que quand on essaie de trouver un chemin pour aller au bord d'une rivière, en particulier la Garonne dans la périphérie toulousaine, vous allez vous heurter très vite, soit à une tranchée qui a été faite en travers d'un chemin en terre qui mène à la rivière, soit à 3 gros blocs de cailloux blancs qui vous empêchent de passer, soit à une barrière en bonne et due forme. C'est quelque chose qui est croissant et qui est un vrai problème pour nous en matière d'évolution d'accessibilité et qui rencontre par ailleurs une certaine complicité, je dirais, parce que ça a d'autres vertus, y compris des vertus de quiétude pour la préservation des milieux naturels qui se trouvent de l'autre côté de ces barrières. C'est-à-dire qu'en termes strictement de protection de milieu, il y a une connivence en matière de protection environnementale qui rencontre les préoccupations de sécurité des mers, mais qui se font au détriment de l'usage social de l'approche des milieux aquatiques. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous et une grande partie de nos efforts et de nos investissements consiste à réouvrir des chemins et aussi à créer des accès pour pouvoir mettre tout simplement des barques à l'eau pour pouvoir pêcher. Donc ça, c'est des aménagements qui nous tiennent à cœur. L'autre axe fort, évidemment, pour nous, c'est les personnes à mobilité réduite. Les personnes à mobilité réduite, nous avons plus d'une centaine de pontons pour personnes à mobilité réduite équipés en Midi-Pyrénées. Nous continuons notre vitesse de croisière de 15 à 20 par an depuis quelques années. Ces rampes ça, c'est pour les rampes de mise à l'eau, donc pour les embarcations. Ça, c'est le cas d'une rampe abusée. Ça, c'est un ponton pour pêcheurs handicapés, très rustique, qui représente un peu l'archéotype de ce que nous faisions il y a quelques années, c'est-à-dire le ponton pour une seule personne sur un fauteuil. Aujourd'hui, la tendance pour nous, c'est plutôt ça, c'est-à-dire des pontons plus grands, à usage multiple, qui peuvent accueillir des groupes, en particulier qui permettent de sécuriser, dans le cadre d'animation, des groupes d'enfants qui n'ont pas forcément de problèmes de mobilité, mais qui ont des problèmes de gestion de discipline, on va dire, pour lesquels il est parfois utile d'avoir une zone parquée, mais aussi pour des personnes à mobilité réduite ou pour des personnes qui ont quelques difficultés motrices notamment. Ça permet à des animateurs d'amener des groupes de pratiquants et de les faire pratiquer ensemble et à proximité et à portée de vue et en zone de sécurité. Donc aujourd'hui, on est passé de la tendance initiale qui était de l'emplacement unique pour une personne en fauteuil à des emplacements plus grands, plus transversaux qui permettent des actions et des animations de groupe autour de l'utilisation de ces pontons.
Enfin, un autre point, pour le volet, on va dire, touristique, nous continuons notre politique de labellisation de gîtes de pêche. Et donc, ça fait pour nous grand sens en matière de développement du tourisme vert. Vous savez que une des particularités de la pêche, c'est d'élargir considérablement les saisons touristiques. Et sur le plan économique, c'est intéressant. Nous continuons nos démarches dans ces efforts de labellisation avec les grands groupes de type, nous travaillons avec Clé Vacances et avec Gîtes de France, par exemple. Voilà, maintenant je voudrais dire quelques mots sur l'évolution de la pêche et sur les attentes des pêcheurs. On a vu une tendance évolutive. En gros, on est passé en quelques décennies d'une pêche braconnière et pêche métier au développement d'une pêche de loisirs, un loisir social, et désormais à une approche plus sportive et plus écologique de la pratique de ce loisir. Cette évolution s'est accompagnée en même temps en matière de typologie, de quelques variations dans la façon d'approcher le loisir pour les pêcheurs. Je vais faire très court sur la pêche. Le pêcheur braconnier avec une activité d'alimentation de subsistance, ça n'a plus cours aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement anecdotique, mais qui ne fait plus grand sens sur le plan quantitatif. En revanche, on continue d'avoir essentiellement des pêcheurs que nous avons baptisés pêcheurs traditionnels loisirs. Ils correspondent à l'idée qu'on se fait de la pêche traditionnelle pour une pêche qui est plutôt ouvrière ou populaire, pour autant qu'ouvrière veuille encore dire quelque chose en France, compte tenu, vous le savez, de la quasi-disparition de ce qu'on avait l'habitude de nommer la classe ouvrière et qui est plutôt désormais plus ou moins inclus dans l'étirement d'une classe moyenne, on va dire. Mais donc, cette notion donc, de pratique de loisirs traditionnels et populaires, qui est associée à une forme de repos et de convivialité, c'était la quasi-totalité de nos effectifs il y a encore quelques décennies. C'est aujourd'hui, suivant la façon d'évaluer ces estimations, qui est toujours un peu complexe, quand même encore quelque part entre 50 et 70% de nos adhérents. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui, pour nous, est très significatif. Une des caractéristiques de ces pêcheurs-là, c'est qu'ils attachent souvent beaucoup d'importance à la notion de convivialité, de liberté que représente la pratique, souvent dominicale d'ailleurs, de la pêche de loisirs. Ce sont souvent des pêcheurs qui sont plutôt donc, qui pêchent relativement près de leur lieu de vie, et ce sont généralement donc, des pratiquants, on va dire, périurbains pour une grande part. Ils ne sont pas très regardants, contrairement à d'autres classes de pêcheurs dont on parlera juste après, sur la qualité de leur milieu de pratique, au sens où ils s'accommodent fort bien d'un espace vert avec un trou d'eau quelconque, du moment que le cadre est relativement perçu comme agréable, sans être au sens strict de la nature avec un grand N. Il n'y a pas besoin de sites remarquablement sauvages pour intéresser ces pêcheurs-là. Ce sont des pêcheurs qui vont pêcher dans les canaux, dans les plans d'eau de loisirs et dans les grands fleuves à proximité des villes ou dans les villes par exemple. Mais ils sont intéressants aussi pour leur rôle et pour leur perception donc, des milieux, parce que autant ils sont, disons, assez peu sélectifs sur les milieux, autant comme ils pratiquent dans des lieux qui sont généralement périurbains et qui sont des lieux où les enjeux et les conflits sont nombreux, notamment par rapport au rejet et par rapport à l'utilisation de l'eau, ce sont aussi les premiers à détecter les changements dans leur environnement. Donc, ils sont très sensibles au changement d'environnement. Donc, il serait trop court et trop bref de dire c'est grosso modo des gens qui se moquent de la qualité de l'eau. Pas du tout. Pas du tout, parce que justement, comme ce sont des pêcheurs, contrairement aux autres catégories, qui consomment l'essentiel de leur prise, ils attachent une importance particulière au fait que la qualité de l'eau soit bonne. Et comme ils se rendent régulièrement sur les mêmes sites, ils sont très sensibles aux variations de ces endroits-là. Donc, ce sont souvent les principaux, pour nous, détecteurs et alerteurs de problèmes liés au milieu aquatique au regard de la qualité de l'eau. Ce qui pourrait être surprenant, parce qu'on pourrait attribuer ça donc, aux pêcheurs dits sportifs, le pêcheur moderne. Donc, le pêcheur au cou, pour finir avec cette catégorie de pêcheurs traditionnels, vous voyez ce que c'est. C'est qui correspond à l'image classique donc, du pêcheur traditionnel, par opposition au pêcheur dit moderne sportif, qui pour l'essentiel peut être
figuré dans l'imagerie populaire par le pêcheur à la mouche, par exemple. Donc, ce pêcheur moderne sportif, il est très attentif aux poissons sauvages, à l'art et la manière aussi de la pratique. Pour lui, ce qui fait sens, c'est d'attraper les poissons suivant une règle du jeu définie. C'est un sportif, on va dire, par essence. Donc pour lui, les règles font sens. Alors que dans la première catégorie, ce qu'ils veulent, c'est juste être tranquille, en gros. Hein. Donc ils ne sont pas très attentifs à des règles très structurées. Le pêcheur moderne sportif, lui, est demandeur de règles très, très structurées. Et il est aussi demandeur de poissons sauvages et de milieux de qualité. Mais bizarrement, il a aussi un effet de contournement des endroits dégradés. C'est-à-dire qu'il va rechercher les très beaux endroits. Donc en fait, il est pour nous, curieusement, un moins bon détecteur, finalement, la plupart du temps, parce que lorsque les endroits sont plus ou moins dégradés, il les évite. Et comme il recherche les endroits qui sont remarquablement en bon état, il y détecte rarement des problèmes, puisqu'il recherche par définition les endroits dont on sait qu'ils n'ont pas de problème. Donc il affiche à la fois une plus grande exigence, mais finalement, il n'est pas forcément un meilleur détecteur que la première catégorie, et d'autant plus que comme il ne consomme pas souvent ou pas beaucoup ces prises, il est relativement moins attentif que la première catégorie de pêcheurs à la préservation de leur qualité, y compris gastronomique ou à leur abondance relative. Donc, ce pêcheur moderne sportif, aujourd'hui, il représente quelque chose comme 20 à 30% probablement de nos adhérents. Et donc, il existe enfin une troisième catégorie qu'on détectait depuis peu, hein, depuis grosso modo une dizaine d'années. Ce sont les pêcheurs modernes que nous avons baptisés no-kill, à défaut de meilleurs termes français qui pourraient correspondre à ça. Ce sont des pêcheurs dont le principe consiste à ne pas prélever, à considérer la pêche uniquement sous son aspect ludique, à avoir un respect du poisson qui va jusqu'au fait de considérer que c'est un animal qui ne doit jamais et qui ne doit surtout pas être tué. Ça fait même partie d'un des critères forts de cette pratique-là. Et donc, en revanche, cette approche extrêmement ludique fait que ce pêcheur-là va mettre en avant la dimension ludique de l'activité et il va pouvoir la pratiquer, y compris dans des environnements qui sont perçus par les autres catégories de pêcheurs comme relativement hostiles et peu agréables à la pratique, parce que pour lui, le jeu compte. Et c'est par exemple les pratiquants de ce qu'on appelle le street fishing, c'est-à-dire de jeunes pêcheurs qui vont pratiquer y compris en ville, y compris dans des univers plus ou moins glauques de type friche industrielle, etc. Donc ce sont de vrais urbains purs qui ont intégré totalement le paysage urbain et qui ont une pratique de la pêche urbaine et sportive en relation directe avec la dimension totalement ludique du fait de s'amuser à attraper des poissons pour les remettre à l'eau, qui eux se fichent éperdument de savoir s'ils sont bons ou pas à manger au regard de la concentration éventuelle de certains polluants qui pourraient se trouver dans leur chair, puisque de toute façon ils ne vont pas les consommer, et donc qui font, comment dire, qui se sont appropriés des espaces qui jusque-là étaient finalement libérés par les pêcheurs classiques qui avaient fui ces zones considérées comme moins attractives ou moins agréables. Donc typiquement une pêche en ville avec des pêcheurs très, très jeunes et une approche très ludique avec uniquement des appâts artificiels. Ce qu'il faut bien comprendre pour nous en tant que gestionnaires, c'est la difficulté qu'il y a. Vous comprenez bien que ces trois sous-populations de pêcheurs ont des attentes et des demandes et un jugement sur le terrain de jeu et sur son maintien et sur les actions qu'on doit y mener, qui sont souvent plus concurrentes que complémentaires et qui nous posent quelques difficultés d'harmonisation, hein, parce que tout ça, comme toujours, je vous l'ai dit au départ, hein, la pêche c'est de très gros effectifs, et quand on a de très gros effectifs, on a forcément de la segmentation dans ces effectifs et on a des attentes très différentes. Pour vous représenter ce que ça veut dire en termes d'autres pratiques sportives au regard de leur connotation sociologique, le pêcheur traditionnel ouvrier, c'est un pétanqueur, le pêcheur moderne sportif, c'est un golfeur, et le pêcheur moderne no-kill, c'est un surfeur. Donc vous voyez l'écart, hein, c'est ça. Hein, donc vous voyez ce que ça veut dire en termes d'homogénéité, de non-homogénéité de population et de difficulté à satisfaire des attentes aussi contradictoires. D'où du coup des jugements qui sont portés sur la façon d'y parvenir, qui sont aussi teintés de cet aspect de point de vue qui pour nous est extrêmement important.
Donc pour nous, les enjeux du futur, c'est quoi ? D'une part, c'est maintenir les effectifs par l'effort de recrutement auprès des jeunes. On a très bien compris, ça marche très bien, que toutes nos activités d'animation et de professionnalisation de l'animation auprès des jeunes pour à la fois découvrir les milieux aquatiques et le faire par l'activité de pêche, ça fonctionne bien. Nous devons continuer dans cette voie pour éviter un vieillissement de notre population. Nous avons actuellement, je vous l'ai indiqué, un fort rajeunissement. On doit continuer cette tendance si on veut maintenir nos effectifs. Le second point, c'est répondre à l'évolution des attentes des divers types de pratiquants. Je viens de vous en toucher quelques mots, c'est assez compliqué. Vous avez par exemple ici un carpiste, donc ils font partie de cette génération de pêcheurs qui ne tuent strictement aucun poisson, qui identifient même les poissons au point parfois de leur donner un prénom et de les rattraper de multiples fois, etc. Donc on est dans quelque chose qui, pour certains autres pratiquants de la pêche, est assez surréaliste, mais qui fait partie des attentes que nous devons prendre en considération. Le dernier aspect, évidemment, sans lequel rien de tout cela n'est possible, et on retombe évidemment sur le sujet essentiel de notre préoccupation d'aujourd'hui, c'est de préserver les milieux aquatiques et leur disponibilité pour le loisir pêche. Préserver les milieux aquatiques parce qu'il est évident que sans milieux aquatiques de qualité, on ne peut pas pratiquer l'activité, et en tout cas toutes les facettes de cette activité-là, et toute sa dimension quantitative aussi, c'est-à-dire on ne peut pas maintenir autant de pêcheurs motivés et intéressés si on n'a pas des milieux de qualité. Et leur disponibilité pour loisir pêche, je vous l'ai indiqué, nous avons des problèmes d'accessibilité, nous avons aussi des problèmes de posture et de positionnement qui sont croissants sur les choix et les enjeux que l'on doit faire en matière de gestion des milieux, qui affectent aussi la pratique du loisir. Je voulais juste en terminer avec ça en vous montrant une photo d'un magnifique lac de montagne. Il faut savoir que les lacs de montagne font partie des milieux à très fort enjeu pour nous. Mais ce sont des milieux à très fort enjeu pour tout le monde. Mais il faut bien comprendre que la pratique de la pêche dans la quasi-totalité de ces milieux est liée à l'héliportage des alevins, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement artificiel. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un choix de société à faire pour savoir si on veut ou si on ne veut pas qu'il y ait des poissons dans ces milieux-là. Les poissons y vivent très bien et ils ont tout à fait leur place dans un écosystème comme celui-là. Et en plus, ils génèrent une activité sportive, de loisirs, un tourisme vert qui est lié à la pratique de la pêche. Mais c'est un choix de société. On peut aussi décider dans une forme d'approche plus stricte, environnementale, de considérer que si on doit les amener là, c'est qu'ils n'ont rien à y faire. Et à ce moment-là, si on fait ce choix-là, et je ne vous l'indique pas par hasard, c'est un choix qui est fait par exemple dans certains cas au niveau du parc national par exemple, eh bien ça veut dire que ces endroits-là sont définitivement perdus pour la pêche de loisirs et pour la présence de poissons, puisque la présence de poissons nécessite une artificialisation. Donc tout ça pour vous dire que les choses ne sont pas si simples et si unitaires que ça concernant la pratique de la pêche de loisirs. Elle est essentiellement liée à la préservation de la qualité des milieux et une approche strictement environnementaliste pour laquelle les pêcheurs rejoignent totalement les approches écologistes habituelles. Et puis, dans certains cas, la pratique et le maintien de la pêche de loisirs nécessite une vision plus humaniste de l'utilisation de l'espace, qui sous-entend qu'on peut faire le choix de maintenir une activité de pêche, y compris si c'est par une façon qui est relativement artificialisée, même si dans le cas de la pêche en lac de haute montagne, ça ne saute pas aux yeux de tout le monde. Je vous remercie de votre attention. Parfait, merci beaucoup Olivier Placereau pour ce topo très complet. Allez, maintenant, place aux dames. Céline Jaran, vous êtes coordinatrice du pôle environnement au comité régional Midi-Pyrénées de canoë-kayak. Vous serez suivie par une autre dame, Alexandra Dalias, responsable de l'antenne Midi-Pyrénées de Surfrider Foundation. On va voir avec vous vos actions auprès du public. Et donc, on commence avec vous, Céline. Céline, donc, Jaran, coordinatrice du pôle environnement au comité régional Midi-Pyrénées de canoë-kayak. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement ce qu'est le comité régional. En fait, on est le représentant, on va dire, régional de la Fédération française de canoë-kayak. On est organisé avec un comité régional où on a 4 salariés et un ensemble de comités départementaux qui gèrent également après plus au niveau départementaux avec les clubs, plus en local. Le canoë-kayak en Midi-Pyrénées, on a 1389 licenciés qui pratiquent toute l'année. La particularité, c'est que même en hiver, il y en a qui y vont. Ensuite, on a effectivement pas mal de jeunes aussi qu'on sensibilise à travers des écoles de pagaie, un peu comme le principe des ceintures au judo. On a le même principe qui est appliqué, avec un ensemble de paramètres qui sont aussi bien la pratique, la sécurité et l'environnement dans l'enseignement à chaque niveau.
l'ensemble de sites licenciés à l'année, ils sont structurés autour de 35 clubs en Midi-Pyrénées de canoë-kayak. Et on a, on va dire, une grosse pratique estivale de loisirs touristiques qui va représenter à peu près 300 000 pratiquants sur l'année. Donc ça, c'est vrai qu'on a un gros enjeu, notamment aussi estival. Mais pour nous, la qualité est un enjeu aussi sur l'année, puisque toute l'année, on a des pratiquants. Concernant l'environnement à travers la pratique nautique, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, le kayakiste a toujours été au milieu de sa rivière, a toujours eu comme enjeu de préserver cette qualité d'eau. Néanmoins, elle n'a pas forcément communiqué sur les actions. Et c'est notamment avec un projet en 2009 mis en place par Surfrider qu'on est arrivé sur Midi-Pyrénées avec un projet un peu pilote qui était de suivre la qualité bactériologique des zones d'activité nautique. Aujourd'hui, réglementairement, comme a pu parler M. Pentavit, il y a uniquement un suivi réglementaire sur des eaux de baignade. Les zones d'activité nautique ne sont pas prises en compte réglementairement. Et Surfrider a déjà en place sur l'île littorale des projets de suivi et avait voulu mettre en place un suivi complémentaire de ces eaux pour voir ce qui se passait en amont du littoral. Et donc en 2009, un réseau de suivi qualité bactériologique a été mis en place sur un certain nombre. Donc on a une dizaine de... Alors du coup, j'ai pas la carte. Ah d'accord. On a une dizaine de points de suivi en Midi-Pyrénées. On en avait 12 en 2009. On en est à 10 cette année avec la nouvelle campagne. L'idée, c'est que ce soit les clubs qui se soient impliqués. Donc on est vraiment autour de la mobilisation et l'implication des pratiquants. Et c'est donc notamment un certain nombre de clubs qui fait ces prélèvements. Ce réseau en lui-même, on parlait de 300 000 pratiquants sur l'année. Ce réseau en lui-même représente déjà, pour les 10 sites, 50 000 à peu près pratiquants entre l'estival et 500 licenciés à l'année au niveau des clubs qui suivent ce réseau. Ça a permis de faire un état des lieux de la qualité et de sensibiliser aussi les pratiquants et le grand public, puisque la démarche est également d'avoir un travail de concertation avec l'ensemble des élus locaux, des acteurs locaux. Donc, par exemple, on a eu le cas de Tarbes, où suite à la première année de résultats, on a pu réunir autour de la table l'ensemble des acteurs locaux, que ce soit la mairie, les syndicats d'assainissement, pour essayer de travailler en concertation, de faire une cartographie, d'identifier les origines possibles de contamination et essayer de mettre en place donc, des actions pour résoudre et reconquérir cette qualité d'eau. Donc ça s'est fait sur Tarbes. Donc depuis 3 ans, l'objectif, notamment cette année avec la poursuite, voilà, c'est de continuer sur les sites. Donc là, on a 11 clubs bénévoles sur ce réseau qualité, plus 2 départements qui sont notamment le Lot, puisque dans le cadre notamment d'Info Loisirs, ils ont également été partenaires sur ce projet. Donc le CIDET du Lot suit également le point sur Cahors et l'a intégré dans son réseau propre. Et donc on a ensuite un ensemble de sites également avec le Gers, le département du Gers, qui a voulu aussi s'inclure dans la démarche. Donc ça a permis de fédérer d'autres acteurs sur ce programme. Depuis 2010, la nouvelle campagne en fin 2010, donc la nouvelle campagne en mai 2011 a été reprise par le comité régional de canoë-kayak avec donc mon arrivée, c'est-à-dire le transfert étant antérieurement à Surfrider, mon transfert au comité régional de canoë-kayak, puisque pour Surfrider qui travaille plutôt sur le littoral, l'idée était d'avoir une personne plus légitime sur les eaux douces, donc le comité régional de canoë-kayak, qui s'est préoccupé de reprendre ce projet et ainsi de développer aussi toute cette représentativité qui pouvait lui manquer et de montrer les actions qu'il pouvait mener sur l'environnement dans le cadre de sa pratique. Donc, à travers ce réseau qui a été repris par le comité, il y a eu de nouveaux projets. Alors, ce qu'on constate, c'est que depuis 2009, initialement donc avec Surfrider, puis avec le comité régional de Midi-Pyrénées, on a plus de 1070 analyses. Donc ça, 1070 analyses, c'était en mars 2012. Donc ça représente quand même un certain nombre déjà d'échantillons et de prélèvements et d'analyses sur l'ensemble des sites. Donc ça permet d'avoir une bonne information de la qualité. Et par la suite, on s'est posé la question en se disant que la bactériologie, effectivement, c'était un premier facteur. Mais en tant que kayakiste, on était un interlocuteur privilégié
on est déjà souvent interpellé pour des questions d'expertise sur des ouvrages, des franchissements, etc. Mais on est aussi privilégié dans le sens où on est régulièrement sur des parcours. Midi-Pyrénées, c'est à peu près 131 parcours navigables. Le recensement est en cours, justement, notamment cette année sur ces parcours. Et donc, du coup, par cette présence régulière sur l'année, il nous a semblé intéressant d'ouvrir les paramètres de la bactériologie à des données plus générales, notamment aussi visuelles. Et donc, cette année, en 2012, on est en train de piloter un nouveau projet, pour lequel, d'ailleurs, Midi-Pyrénées reste pilote et observé d'en haut, pour voir si c'est reproductible, qui s'appelle Gardien de la rivière. Donc, c'est la suite logique à ce premier suivi bactériaux. Et l'idée, c'est d'ouvrir les données. Donc, ça peut être aussi bien des témoignages de la part des clubs et des kayakistes, des témoignages sur des données naturalistes. Ça permet aussi de renseigner des bases comme Natura 2000, etc. Mais aussi des données sur les pollutions, effectivement, comme il avait été dit, les décharges sauvages qu'il peut y avoir, effectivement, des fois, nous, on le constate aussi quand on est sur l'eau. Et aussi des données liées à la sécurité de la pratique avec des ouvrages où lorsqu'on a des troncs d'arbres qui peuvent poser souci, des poutrelles métalliques ou des choses comme ça. Donc ça permet, du fait de ces témoignages, de voir par la suite, de donner, on va dire, la méthodologie à ces clubs qui n'ont pas forcément toutes les infos liées à l'environnement et à ce domaine de gestion de l'eau, de leur donner la méthodologie pour pouvoir résoudre en local les problématiques constatées. Donc ça, à travers ce projet aussi Gardien de la rivière, c'est une nouvelle démarche de sensibilisation aussi à nos pratiquants sur toutes ces thématiques liées à la qualité de l'eau et liées à la gestion de l'eau, puisque pour beaucoup, c'est des sportifs qui n'ont pas forcément, on va dire, tout le vocabulaire. Donc il y a un gros travail de vulgarisation aussi de cette information et de sensibilisation. Donc comme je vous le disais au début, ça passe beaucoup aussi par les clubs et par les jeunes, puisqu'on a avec les écoles de pagaie vraiment ce volet environnement qui s'ajoute à la pratique et à la sécurité à chaque étape de leur évolution de kayakiste. Donc voilà. Et pour information, notamment dans les outils, on essaye de mettre en place des outils donc, de sensibilisation et de vulgarisation. Et donc ça, c'est un poster qui est affiché sur les sites qui sont dans le cadre du réseau de suivi bactériaux. On a vraiment voulu faire un poster informatif. Donc ça explique les objectifs et qu'est-ce que la pollution bactériologique, parce que ce n'est pas forcément parlant pour tout le monde. Et donc les précautions qu'on peut adopter déjà en tant que pratiquant lorsqu'on va sur une rivière pratiquer sans forcément connaître tous les paramètres. Donc voilà, ça c'est vraiment un titre informatif avec l'ensemble des partenaires qui ont suivi sur ce projet depuis le début et qui apportent, on va dire, par la mutualisation des connaissances et des compétences complémentaires pour sensibiliser tout ce public. Très bien, merci beaucoup Céline. Allez, on passe la parole à Alexandra Dalias. Vous êtes de la Surfrider Foundation. En attendant que tout ça s'installe, peut-être un petit mot déjà pour présenter la structure. Vas-y, Alexandra. Voilà, donc bonjour, je suis responsable de l'antenne Midi-Pyrénées de Surfrider Foundation. Donc je vais vous présenter succinctement l'association. Donc Surfrider Foundation Europe a été créée en 1990 à l'initiative de surfeurs professionnels qui souhaitaient au départ tout simplement protéger leur lieu de pratique. Donc ça fait 22 ans que l'association existe et qu'elle a pu se développer pour aujourd'hui pouvoir défendre, protéger et gérer durablement l'océan, le littoral, mais également les lacs et les rivières, et bien entendu toute la population qui jouit de ces espaces naturels. L'association actuellement a 3 grands axes de travail et 3 missions. La première, bien entendu, la protection de l'environnement. Alors, l'association, en fait, travaille sur 4 thématiques. La première, qui est la qualité de l'eau. Donc, comme en a parlé Céline Jaron, donc, vis-à-vis de la mise en place de laboratoires d'analyse de l'eau, il y a aussi un programme dans la même optique que les gardiens des rivières, qui s'appelle les gardiens de la côte. Donc, pour sensibiliser les gens à alerter s'il y a des pollutions sur les côtes.
Et la deuxième thématique, ce sont les déchets aquatiques. Donc l'association travaille à ce sujet et met en place des actions. Alors peut-être que vous avez entendu parler d'une action phare de l'association qui sont les initiatives Océanes. Donc c'est une grande mobilisation européenne qui au mois de mars regroupe tout un tas d'initiatives individuelles ou collectives pour nettoyer les plages, les berges des lacs, les rivières, etc. La troisième thématique, donc, sur le thème de la protection de l'environnement, sur lequel Surfrider intervient, c'est sur le transport maritime. Donc, avec tout un travail au niveau du siège aussi sur le versant juridique vis-à-vis des catastrophes pétrolières, dont vous avez pu entendre parler et autres. Donc, il y a aussi cette bataille-là qui est menée en parallèle au niveau du siège. Et enfin, le quatrième thème qui est l'artificialisation du littoral et la protection du patrimoine. Donc, vis-à-vis de ces 4 thématiques, il y a donc le volet éducation et sensibilisation que l'association a développé depuis sa création. Donc, ce volet-là s'est développé à travers des interventions pédagogiques, notamment auprès des scolaires et également des extrascolaires, tout ce qui peut être centre de loisirs, CLAE, soutien scolaire ou association d'autres types. Donc ces interventions pédagogiques sont aussi soutenues par un campus éducatif qui a été créé sur le site du siège à Biarritz qui s'appelle le Surfrider Campus, où il y a toute une exposition qui s'appelle Vague et Littoral qui permet d'accueillir les enfants et de les sensibiliser à la protection de l'environnement par notamment le lien avec les activités aquatiques. Et donc sur ce volet éducation et sensibilisation, il y a ce côté pédagogique vis-à-vis des enfants. Et d'un autre côté, nous sommes aussi présents sur des événements sportifs, comme par exemple tout à l'heure, on parlait justement de l'Odyssée du flocon à la vague qui a lieu à Portet. Nous serons aussi présents sur cet événement, tout simplement avec une présence en stand, voilà, pour échanger avec les gens. On propose aussi des animations et des jeux sur le stand. Et c'est ces 2 types d'actions sur les événements et les interventions pédagogiques sur lesquelles l'association développe des outils également qui sont d'ailleurs mis à disposition sur le site internet et l'utilisation est totalement libre vis-à-vis de cela. La troisième chose, c'est bien entendu la mobilisation et l'information, donc qui recoupe ces deux premiers points, dans la mesure où justement l'association, comme je vous disais, met à disposition tous les outils pédagogiques, donc les professeurs peuvent aussi les utiliser, et il y a aussi derrière toutes ces actions qui sont finalement le moyen pour nous de faire passer le message, comme les nettoyages des plages, le projet Gardien de la Côte et d'autres projets de ce type. Alors peut-être que vous connaissez ces campagnes de sensibilisation qu'il y a tous les ans. Donc voilà, avec toujours cette idée en tête de pouvoir mettre en avant aussi, voilà, c'est des visuels qui sont assez particuliers. L'association aussi c'est très bien fait conseiller vis-à-vis de ces campagnes pour justement attirer l'attention sans pour autant montrer du doigt. C'est vraiment l'association porte vraiment une grande importance au fait de ne pas être moralisateur, mais d'être là justement pour sensibiliser de manière ludique auprès des enfants notamment, mais pour sensibiliser de manière assez large, pour qu'il y ait vraiment un vrai échange avec les personnes. Plus particulièrement, donc ça c'est les actions du siège. Alors nous sur l'antenne Midi-Pyrénées, en fait actuellement l'association regroupe environ 1500 bénévoles. Il y a environ 10 000 adhérents à l'association. Et en fait, il y a 40 antennes locales. Donc en fait, l'antenne Midi-Pyrénées fait partie de ces antennes locales au niveau européen.
La particularité de ces antennes, c'est qu'on est tous bénévoles. Et donc, plus particulièrement, nous, sur le Midi-Pyrénées, sur les actions qui sont mises en place, donc nous faisons, comme je vous expliquais tout à l'heure, des interventions auprès, nous, principalement dans le Midi-Pyrénées, en extrascolaire. Tout simplement car, étant donné que nous sommes bénévoles, en termes de disponibilité, c'est toujours un peu délicat pour nous d'aller intervenir. On est beaucoup sollicités, mais c'est vrai que c'est délicat pour nous, donc on travaille surtout sur l'extrascolaire. Ensuite, sur des événements du type l'Odyssée Garonne, où il y avait aussi une compétition de wakeboard qui était le week-end dernier. Donc sur des événements en lien avec les activités aquatiques, car pour nous, finalement, c'était aussi ce biais-là qui est intéressant vis-à-vis notamment des enfants et même des adultes. C'est ce côté entre guillemets cool aussi du surf, des activités aquatiques qui permet de rentrer plus facilement dans un dialogue autour d'activités aquatiques. Donc pour vous donner juste un exemple d'un projet qui a été fait cette année, peut-être que vous connaissez Label Bio, qui est un éco-village. Alors là, c'est un partenariat assez particulier parce qu'en général, c'est vrai qu'on est sur des opérations sportives. Et là, on a été sollicité par l'organisateur. Donc, Label Bio, qui est un éco-village sur 2-3 jours à Muret. Et finalement, le projet s'est monté et ça a été vraiment un beau projet. C'est-à-dire qu'on a fait, comme il est tout près d'un lycée, nous avons fait 2 interventions avec une classe de seconde. Donc, ils se sont très bien passés avec une première partie en classe sur les thèmes du cycle de l'eau, de la consommation de l'eau, du tri des déchets. Et après un deuxième temps, nous sommes allés faire un nettoyage des berges de la Garonne juste à côté. Et c'est vrai que c'est sur ces interventions-là où on voit vraiment que, pour le coup, il y a une proximité qui se crée avec les enfants et où vraiment on voit que notre action a du sens dans ces actions-là. Et ça, c'était une première partie avant l'événement. Juste la semaine de l'événement, en fait, nous avons aussi organisé un nettoyage le mercredi au lac Four-de-Louge. Donc, nous avons ramassé près de 130 kilos de déchets. Nous étions à peu près une vingtaine de personnes. Et donc, ça a été une belle action. Et le vendredi, nous avons fait la projection de 2 films de l'association. Donc, il y a 200 élèves qui sont venus. C'était sur le même principe un peu qu'aujourd'hui, c'est-à-dire là en l'occurrence on leur a montré deux films et derrière il y avait 1 heure d'échange avec les membres de l'association Midi-Pyrénées pour pouvoir discuter avec eux et ensuite le week-end de l'événement nous étions sur le site à sensibiliser les gens à la protection de l'environnement. Donc voilà pour les actions de manière générale de l'antenne et de l'association. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci Alexandra. Allez, comme prévu, maintenant on a une grosse demi-heure. Questions, réflexions, commentaires. C'est à vous de jouer. On terminera à 11h. Mais on ne partira pas plus tôt. Donc, on va commencer avec vous. On va vous passer les micros. Tiens, je vous prête le mien. Bonjour, donc moi je m'appelle Cécile Nolot. Bon, je suis lauréate du concours d'ingénieur territorial en recherche de poste, voilà, c'est dit. Mais j'ai des questions. Alors il y en avait une pour l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Vous parliez des actions concertées avec notamment les massifs pour ce qui concerne la protection des têtes de bassins versants. Je voulais savoir s'il y avait également des actions concertées avec les autres agences de l'eau, par exemple sur un territoire comme le Massif central, qui peut être sur différents grands bassins hydrographiques français et sur des actions comme la connaissance des zones humides ou les inventaires. Est-ce qu'il y a des choses faites en commun? Je pose l'autre question aussi et puis après vous répondez. Si vous pouvez, voilà, excusez-moi. Et puis l'autre, c'était pour la Fédération des pêcheurs. Je voulais savoir par rapport au nombre de femmes dans les pêcheurs et quelle typologie y a-t-il des différences par rapport à la répartition dans les différentes catégories? Voilà. Alors oui, donc je suis désolé, malheureusement, je n'ai pas de poste à vous proposer. Donc voilà, mais j'ai bien entendu votre annonce, voilà votre demande. J'essaierai de la relayer, effectivement.
Alors pour ce qui concerne la question donc, sur les politiques de massif, bon, il est certain qu'effectivement chaque agence a sa propre politique, mais au niveau des frontières, il y a une concertation, il y a un essai d'harmonisation des politiques, ne serait-ce que parce qu'on a affaire à une gouvernance en France qui se fait au niveau des départements, une gouvernance de l'eau qui se fait au niveau des bassins versants, et qu'il y a des départements français, notamment la Lozère, qui ont une partie du département sur l'agence de l'eau Loire-Bretagne, une partie sur l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et une partie sur l'agence de l'eau Adour-Garonne. Il est certain que nous nous rapprochons de nos collègues des autres agences pour essayer, sans faire exactement la même chose, d'être en cohérence au moins sur ces massifs. Voilà, en gros, bon, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais on essaye de le faire. Voilà. Olivier Le Placereau pour la suite de la question. Oui, donc concernant le public féminin, effectivement, c'est un point que je n'ai pas abordé dans l'exposé. De manière générale, pour les adultes en France, on est autour de 5% de femmes qui pratiquent le loisir, donc c'est évidemment un loisir historiquement très masculin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Par exemple, les départements urbains ont actuellement une croissance de la proportion de pratiquantes féminines supérieure aux départements ruraux. Par exemple, en Haute-Garonne, on a plus de 1000 cartes de pêche identifiées comme étant des cartes femmes. Les cartes féminines ont un prix un peu plus attractif, un peu inférieur dans le but justement de recruter plus spécifiquement des femmes pour essayer d'atteindre, nous en sommes très loin, une forme de parité. Mais ce qui est intéressant, donc ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne bien. Ça fonctionne pour l'instant. On voit bien que dans une dynamique de nouveaux pratiquants, ça fonctionne mieux. Pour répondre à votre deuxième partie de question concernant la typologie éventuelle de ces adhérentes. Donc ça fonctionne mieux effectivement sur les jeunes publics et sur les nouveaux pratiquants du coup. Et c'est sans doute l'expression qu'il faut retenir de la façon dont ces effectifs se représentent plus dans des départements urbains pour le coup. La Haute-Garonne, donc avec plus de 1000 pratiquantes et le département de France, ou l'un des départements de France où il y a le plus de pratiques féminines, pour les adultes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les mineurs, donc, et en particulier les moins de 12 ans, que nous identifions donc comme étant les détenteurs des cartes de pêche spécifiques découvertes, là on s'aperçoit qu'on est pratiquement à parité, on est entre 30 et 50%. C'est-à-dire que sur les enfants, il n'y a pas de discrimination, et c'est aussi un point sur lequel nous travaillons évidemment, puisque nous formulons le pari que si nous attirons aussi des filles dans le loisir sur des pratiques enfantines, je dirais, il y a des chances que la culture ou la connaissance ou l'envie de pratiquer le loisir perdure à l'âge adulte. Donc c'est quelque chose qui historiquement n'était pas fait parce que la transmission était essentiellement familiale. Et donc comme elle était familiale, elle était généralement de grand-père à petit-fils, de père à fils ou de tonton à neveu, voilà. Et donc ça c'était masculin. À partir du moment où nous avons essentiellement orienté notre recrutement actuel dans une démarche de communication qui fait de plus en plus appel à des animateurs professionnels, et que l'apprentissage aujourd'hui de la pêche pour une bonne part passe par une logique de club, d'atelier pêche nature, c'est comme ça que nous nommons nos écoles de pêche, et d'animation donc de nos animateurs professionnels auprès des publics scolaires ou dans les activités périscolaires. À ce moment-là, nous voyons très fortement monter le taux de féminisation, et évidemment c'est un point auquel nous sommes attentifs et auquel nous tenons. Allez, questions, réflexions, commentaires. Allez-y monsieur, je vous en prie. Bonjour, alors Gilles Franqueville, président de l'association Tarn Eau Vivante. Moi, je trouve que le Tarn est un peu le grand absent du bassin Adour-Garonne, surtout en Midi-Pyrénées. Bon, c'est vrai que nous avons qu'une vingtaine de kilomètres. Mais voilà, je voudrais savoir comment intégrer la réflexion à notre niveau, en tant qu'association, et qui porte pas mal de projets, quoi. On a des projets à viser des enfants, on a des projets de non-destruction de chaussées. Bon, je sais que ça ne va pas trop dans le schéma sur l'eau, mais bon, pour nous, les chaussées, c'est le patrimoine, on veut les conserver. On voudrait aussi rendre le Tarn navigable en Haute-Garonne, comme il a été dans le Tarn-à-Garonne à Montauban et comme il est sur le Tarn à lui. Donc on voudrait assurer une certaine continuité à ce niveau-là, et j'aimerais savoir comment pouvoir intégrer cette réflexion. Voilà. Je vous remercie.
Qui peut répondre à ça? Les actions. François. Alors, je vais tenter de faire une réponse, effectivement. Bon, ça va être une réponse sans en être une forcément. Donc globalement, lorsqu'une association va être intégrée, je dirais, à une réflexion concernant la gestion de sa rivière, bon, elle peut se rapprocher effectivement de la collectivité locale sur laquelle elle se situe, donc la mairie, le département. Mais plus généralement, nous sommes en train actuellement, collectivement sur le bassin, de réviser le SDAGE. Il est prévu, lors de la révision du SDAGE, d'identifier ce qu'on appelle les enjeux majeurs, les questions importantes. Et le grand public va être consulté sur ces questions-là. Les partenaires institutionnels, les associations vont être consultés sur ces questions-là. On va y parler effectivement de restauration de milieu, on va y parler de continuité écologique. On n'y parlera peut-être pas forcément de restauration de seuil, parce que c'est peut-être pas forcément le sens de l'histoire aujourd'hui, avec les directives européennes. Il me semble que c'est là l'occasion, et cette occasion, il faudra la saisir rapidement, puisque la consultation va démarrer à l'automne 2012, donc à l'automne de cette année. Et donc là, vous aurez tout loisir de pouvoir faire passer vos messages, tout loisir d'être associé à la réflexion générale sur le bassin d'Our-Garonne. Et je pense dans cette consultation, vous pourrez effectivement faire valoir un petit peu votre point de vue sur le Tarn. Hein, cette consultation aura lieu sur Internet. Elle aura lieu également dans les préfectures. Elle aura lieu à l'agence de l'eau et la DREAL Midi-Pyrénées, pour ce qui concerne le Tarn. Donc moi, je vous engage à vous rapprocher de ces instances-là pour faire valoir votre point de vue. Madame, allez-y, prenez un micro, présentez-vous. Oui, bonjour, Pascal Livinec, je suis la directrice du syndicat mixte de Rivière-Tarn, donc je vais vous apporter aussi une réponse. Donc le syndicat de Rivière-Tarn couvre pour l'instant le bassin versant du Tarn dans le département du Tarn, et notre présence aujourd'hui justement témoigne de notre intérêt en termes de valorisation de tout ce qui est loisirs aquatiques sur cette rivière. Effectivement, c'est une rivière qui, on trouve, ressemble sur beaucoup de caractéristiques au Lot. Et il nous semble aussi qu'elle a un potentiel largement sous-exploité en matière de loisirs, de tourisme. Et on a démarré depuis bientôt 1 an, 2 ans, avec la présence de mon collègue qui est particulièrement en charge de ces dossiers. On a commencé à travailler sur cette thématique. Et dès cet été, on va lancer aussi une étude sur des analyses prospectives de la qualité de l'eau du Tarn, justement pour le développement de la baignade, puisqu'il n'y a qu'une seule baignade dans le département du Tarn. Et on est face à, alors peut-être des a priori qui sont fondés, mais en tout cas pas sur des mesures scientifiques. On a recensé tout un tas de sites potentiels de baignade qui vont être suivis cette année d'un point de vue bactériologique, pour voir si à terme il y a possibilité d'implanter et de développer cet usage de la baignade qui cohabitera avec l'usage canoë-kayak qui est largement pratiqué en amont d'Albi. Donc je vous invite à vous rapprocher du syndicat. Alors, oui monsieur, allez-y, je vous en prie, prenez le micro. Bonjour, donc Fabien Béret, je suis le collègue de Pascal Livinec au syndicat mixte de Rivière-Tarn. On travaille donc actuellement sur une réflexion pour développer la baignade sur la Rivière-Tarn, parce qu'il y a d'autres baignades, mais c'est vrai qu'on trouve surtout des baignades en plan d'eau, et qu'en eau vive, il n'y a que Trébasse-les-Bains. Et j'aurais donc plusieurs questions à poser à monsieur conseiller général du Lot, j'ai oublié son nom. Pétavy. Merci. D'abord, on sait qu'il y a différents types de baignades qui existent. Il y a la baignade qui est totalement interdite par arrêté préfectoral ou municipal. On sait qu'on a une baignade qui est ni interdite, ni surveillée, ni aménagée. Vous en avez recensé sur le Lot un certain nombre. Et la baignade surveillée, aménagée, autorisée. Et nous, on se retrouve pas mal confrontés à de la baignade non interdite, non aménagée, non surveillée. Et on voudrait savoir si on avait le droit de communiquer dessus d'abord. Est-ce que la communication, si on communique dessus, ça fait partie des aménagements qui demandent à ce que ce soit surveillé? C'est dans les textes, la frontière est mince et on n'arrive pas trop à interpréter. Savoir si quelle est la limite en fait des aménagements et de la communication qu'on peut faire sur une baignade non aménagée pour ne pas avoir à basculer dans de la baignade surveillée en fait.
Jean-Yves Pétavy, là-dessus. Oui, bon, je vais essayer de répondre. Là, on est sur le volet, j'allais dire, réglementaire, hein, et l'approche qui est loin d'être négligeable, bien au contraire. C'est quelque chose, là, j'ai parlé que de qualité aujourd'hui, mais c'est bien évidemment quelque chose auquel nous avons été confrontés. Alors, sur les statuts des baignades, il y en a une petite précision. Là où elle n'est pas interdite expressément, hein, la baignade est autorisée partout. Hein, d'accord ? Et pour interdire la baignade, il faut avoir un motif sérieux, c'est-à-dire soit qu'il y a des dangers physiques, un barrage, des rochers, des barres de fer au fond de la rivière, soit il faut que la qualité soit non satisfaisante. Donc, un maire, puisque à l'origine c'est le maire qui a la compétence, qui par exemple, comme ça c'est souvent fait, interdit la baignade simplement pour être tranquille, où je mets le panneau baignade interdite alors qu'il n'y a pas de danger particulier et que la qualité de l'eau est bonne, cet arrêté-là, il est largement contestable. Voilà. Par contre, donc après on rentre dans les catégories de baignade, il y en a deux. Il y a les baignades, enfin elles sont toutes là où il y a une fréquentation importante, alors il n'y en a pas de nombre, donc la baignade doit être recensée. Hein, recensée. Voilà. Donc recensée, ça vise la qualité de l'eau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je constate que sur un site, il y a une pratique importante, eh bien, le maire de la commune doit s'assurer qu'à cet endroit-là, la qualité de l'eau est bonne, et donc recenser cette baignade auprès... Alors le recensement se fait auprès du maire de la commune qui lui-même transmet le dossier au préfet et de façon plus pratique à l'agence régionale sanitaire, l'ARS, donc ex-DDASS. Voilà, alors après, ça c'est le volet qualité de l'eau. Donc c'est la réglementation, ça, santé, ministère de la Santé. Et puis après, il y a le côté surveillance physique. Et là, on rentre sur une réglementation qui est différente. C'est celle, il y en a plusieurs, mais enfin, il y a des textes du ministère de l'Intérieur et du ministère des Sports. Et donc là, c'est la surveillance physique et l'organisation de la pratique de la baignade sur le site. Alors, dès lors qu'on a une baignade, un site sur lesquels il y a beaucoup d'aménagements, et sur lesquels il y a une très forte fréquentation, effectivement, à ce moment-là, la baignade doit être surveillée physiquement par du personnel qualifié. Voilà. Alors, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur ce sujet-là, en réunissant des juristes, des gens de l'ARS, des gens de la jeunesse et des sports, pour essayer de faire le point là-dessus, parce que effectivement, d'un département à l'autre, les appréciations varient, et il y avait quelques besoins de clarification. Donc, ce qui crée la barrière entre le simplement recenser et le recenser surveillé physiquement, c'est avant tout la fréquentation. Les aménagements, effectivement, sont une chose, mais c'est surtout en termes de fréquentation. Le simple fait d'avoir un chemin qui amène à la rivière, que je débroussaille, pas pour autant que c'est un aménagement. Il faut vraiment que ce soit des aménagements physiques avec un périmètre, des pontons, voilà, et tout ce qui va avec. Alors sur le côté incitation à la baignade, qui a été pendant longtemps et qui est encore le leitmotiv des services de l'État pour un petit peu, j'allais dire, entre guillemets, en tout cas, pas faire peur, mais en tout cas sensibiliser peut-être les élus ou les gestionnaires en matière de responsabilité sur la gestion des eaux de baignade. C'est une notion un peu subjective qui n'a pas vraiment, en tout cas, les juristes qu'on a pu consulter, on a consulté plusieurs, donc des spécialistes, dont un sur Toulouse, qui est bien connu dans le domaine de l'eau. Donc ce terme d'incitation à la baignade, il doit être
mesurer, parce que, alors on a fait notamment, nous, expertiser le dispositif InfoLoisirs, parce que quand on communique sur la qualité de l'eau, tous les jours, partout, que c'est dans la dépêche tous les jours, on pourrait considérer que c'est une incitation à la baignade. Eh bien non. Voilà. C'est aussi une question qu'on s'est posée, puisqu'on a effectivement des flyers, des dépliants, c'est sur le site internet. Non, mais vous pourriez retourner la question, si vous avez encore un doute, à l'ARS, puisque l'ARS, sur son site, elle recense, elle a un site sur lequel on trouve les baignades recensées et non aménagées. Donc, quelque part, elle fait aussi de l'incitation à la baignade en publiant ces résultats-là. L'agence aussi, qui publie la qualité des eaux et des sites. Bon, enfin, bref. Donc, cette notion-là, je pense qu'elle mérite d'être largement, je veux dire, tempérée. Et ne pas se dire que chaque fois que je parle d'une baignade, j'incite le public à y aller. Alors oui, je fais, sans faire de la promotion excessive, je dis ce qui est. Alors ce qui compte beaucoup au niveau responsabilité juridique, c'est le terme d'information du public. Alors il y a souvent des cas de jurisprudence qui sont mis en avant, avec des condamnations éventuelles. Quand on approfondit un peu le texte des décisions de justice, on s'aperçoit souvent que certes, il y avait peut-être quelques anomalies. La transparence de l'eau n'était pas optimale. Il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Mais ce qui a surtout été retenu dans ces jurisprudences, c'est le fait qu'il n'y avait pas d'information. Donc aujourd'hui, pour se garantir et pour se prémunir en termes de responsabilité sur une eau de baignade, il faut avant tout s'assurer de faire une bonne information du public. Il faut que l'usager qui va se baigner à un endroit, eh bien, il sache qu'il le fait à ses risques et périls et que ça soit bien écrit, qu'il ne puisse pas avoir raté l'info lorsqu'il rentre dans l'eau. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Une question de madame là-bas. Je vous en prie. Levez-vous quand on vous voit. Oui, bonjour. Laurence Casellis du groupe SOR, l'autre opérateur moins connu que celui que vous aviez mentionné. Je souhaitais savoir en fait quelle était la position des différents intervenants par rapport aux micropolluants, s'il vous plaît. Parce que c'est une problématique en fait qui est présente, qu'on retrouve en fait aujourd'hui dans beaucoup de collectivités, notamment en fait sur les systèmes en fait d'épuration. Et j'aurais voulu savoir en fait quelles étaient vos positions différentes et variées, mais néanmoins existantes. Je vous remercie. L'agence de l'eau, la position. Oui, bon, alors je vais faire une réponse courte pour laisser parler les autres intervenants. Donc globalement, les micropolluants sont une priorité de l'agence. Donc c'est clairement affiché dans les réflexions que nous avons actuellement pour la préparation du 10e programme avec les instances de bassin. L'agence actuellement, sur le plan de l'innovation, est en train de financer des projets justement qui visent à réduire ces micropolluants à la source. Notamment, on a une expérience qui vient de se terminer dans le secteur hospitalier pour retenir tous les médicaments utilisés, notamment avec le centre Claudius Regaud, le centre anticancéreux. Donc là, on a financé une étude sur un pilote expérimental qui, normalement, si tout va bien, va être mise en œuvre dans les années qui viennent. C'est également aussi une préoccupation de l'agence en termes d'évaluation de la contamination des milieux aquatiques. Donc dans le cadre des 700 points de contrôle que surveille l'agence sur l'ensemble des cours d'eau et des aquifères du bassin d'Our-Garonne, il y a maintenant désormais une recherche de micropolluants qui s'inscrit dans un plan national. Vous savez que le ministère chargé de l'écologie a mis en œuvre un plan national médicaments et micropolluants, donc où c'est vraiment cette nouvelle problématique qui a été mise en lumière par les médias il y a déjà quelques années est devenue une préoccupation du bassin, mais également une préoccupation nationale. Donc l'agence apportera sa pierre effectivement dans le cadre des opérations qu'elle financera, notamment auprès des collectivités qui retrouvent ces substances dans leurs effluents pour leur proposer des solutions et financer des solutions, mais surtout auprès des industriels et des petites entreprises, ce qu'on appelle les TPE et les PME, qui souvent dans les milieux urbains sont génératrices de ces micropolluants, pour pouvoir justement juguler cette pollution à la source. C'est ce que je disais tout à l'heure, prévenir plutôt que guérir, donc faire de l'action préventive. Les micropolluants, c'est également la pollution agricole. Il ne faut pas oublier que les pesticides sont aussi des micropolluants et que là également, donc, il y a des plans nationaux et des plans que soutient l'agence
pour limiter l'utilisation des pesticides, tant dans le monde agricole que dans le monde non agricole, notamment les collectivités. Donc Jean-Yves Pétavy pourrait parler aussi d'une opération exemplaire dans le Lot ou dans la ville de Cahors, le désherbage chimique a été remplacé par le désherbage thermique. Il y a également aussi la ville de Pamiers, je crois, qui s'est lancée dans cette opération. Donc il y a une prise de conscience de l'ensemble des gestionnaires de l'eau de cette problématique des micropolluants. Autre chose sur les micropolluants ou c'est bon? On a fait le tour? C'est bon? Allez. Une autre question? Réflexion, commentaire? Moi j'en ai une. Je disais en ouverture là, que la qualité des eaux a augmenté. On a eu une progression depuis 2010. On arrive à être très haut, hein, 97%, 99% ici en Midi-Pyrénées. Ça peut monter encore. Ça cache quoi? Ça paraît bizarre que 99% de nos eaux soient de bonne qualité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que ça va mieux. Merci Martine. Non, on va pas s'en plaindre, mais voilà. Ça va mieux, effectivement, ça va beaucoup mieux. Maintenant, il faut remettre ce chiffre à sa juste valeur, c'est-à-dire que ça, c'est le chiffre, effectivement, de la qualité des eaux de baignade, publié par le ministère de la Santé, donc qui concerne les sites de baignade recensés. Voilà, les 3000 sites recensés. Ouais. Les 3000 sites recensés. Il faut savoir, quand même, qu'à partir du moment où, sur un site, la qualité de l'eau est mauvaise, le site est fermé. Donc, à la limite, on devrait avoir 100%. Je me fais un peu une interprétation là, rapide, mais voilà. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui reflète l'ensemble de la qualité des eaux de rivière des rivières. Voilà, c'est pour ça, entre autres, qu'il y a l'opération qui est menée au niveau régional avec Surfrider et le comité de canoë. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des réseaux de suivi départementaux, régionaux, qui couvrent l'ensemble des linéaires beaucoup plus vastes et sur lesquels on suit les qualités bactériologiques. Ça progresse, bien sûr, hein, mais effectivement, là, on est loin des 97%. C'est sur la qualité bactériologique. Oui. Voilà. Très bien. Oui, Céline, prenez le micro. Oui, effectivement, nous, dans le cadre du réseau, sur les 10 ou 12 sites qu'on avait auparavant, les 10 sites qu'on a cette année, par exemple, aucun n'est sur des zones de baignade. C'est-à-dire qu'on n'est pas à cheval sur des zones de baignade, des zones d'activité nautique, on est uniquement sur les zones d'activité nautique. Et c'est vrai qu'on a plus de difficultés, notamment, comme il avait été dit, avec la pluviométrie, etc. On a des sites qui ne seraient pas forcément en qualité de baignade si on devait appliquer une baignade. Donc voilà. Allez, monsieur... On va vous passer un micro tout devant. Là. Allez-y, je vous en prie, présentez-vous. Bonjour, Jean-Philippe Circal pour le groupe SGS. J'ai une question que je pose en tant que riverain d'une belle rivière dont on a parlé tout à l'heure, qui est la Dordogne. Et je voudrais juste apporter un témoignage par rapport à ce qui a été dit auparavant. Sur l'aspect 97 ou 99% de qualité, je voudrais dire que tous les problèmes ne sont pas encore réglés, puisqu'il y a encore des points noirs qui subsistent. Hein. À l'aval de certains affluents, on a encore des zones qui sont, à mon sens, contaminées, qui ne seraient sûrement pas compatibles avec une activité baignade à l'aval immédiat. Mais ma question, elle est plutôt sur ces affluents, justement, sur les têtes de bassin. Tout à l'heure, François Simonet a parlé un peu des actions qui sont menées en amont sur les cours d'eau, sur les têtes de bassin, sur les aspects quantité. Moi, j'ai un peu le sentiment aujourd'hui que nos cours d'eau, finalement, quand il y a des crues, quand il y a des épisodes pluvieux, ils répondent d'un point de vue hydraulique, on a des bons débits, et que très rapidement, on a des débits qui chutent. Et aujourd'hui se pose un problème aussi, à mon sens, de quantité en termes de ressources. Puisque je vois sur ces têtes de bassin, sur le Célé, sur la Bave, etc., on a des endroits où vraiment on a des étiages hivernaux qui sont très très marqués. Et je pense que les actions en amont, tout ce qui a été fait en termes d'assainissement, comme on disait à l'époque, ou de drainage, a dû avoir un impact fort. Et j'aimerais savoir ce que l'agence, à son niveau, quelles sont les actions qui sont menées auprès des agriculteurs ou des gens qui sont sur ces têtes de réseau. François Simonet. Oui, rapidement, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le drainage, ça se fait de moins en moins. C'est-à-dire, quelque part, on a passé la grande époque où on a séché toutes les zones humides pour mettre du blé ou autre chose. Là-dessus, concernant cet aspect-là, la meilleure chose à faire, c'est de laisser faire la nature. C'est un point de vue tout à fait personnel, parce qu'on est amoureux de la même rivière, donc je sais de quoi il parle. Hein. Voilà, mais globalement, lorsqu'on parle de restauration de milieux aquatiques, notamment dans les têtes de bassin versant, le meilleur qu'il y a à faire, c'est de laisser la rivière tranquille pour qu'elle reprenne son cours un peu naturel et son cheminement naturel. Concernant la quantité, alors effectivement, tout à l'heure, j'évoquais les plans d'eau. Alors on voit ça notamment dans le Limousin,
qui est une région où il y a vraiment littéralement une prolifération de petits plans d'eau dans les têtes de bassins versants, et où effectivement ce problème se pose, où on a constaté que les rivières ne coulent plus pendant l'hiver, puisque l'eau de ruissellement est stockée dans ces plans d'eau, qu'il y a un réchauffement de l'eau qui change complètement les conditions thermodynamiques de ces rivières, donc disparition de la truite par exemple, ou de larves d'insectes très, très, très sensibles aux facteurs température. Donc là, c'est vraiment un sujet dont le SDAGE s'est emparé. Quelque part, donc, il y a actuellement la délégation de Brive de l'Agence de l'eau d'Or-Garonne est en train de financer actuellement une étude sur la région Limousin, où on essaye de mieux évaluer l'impact de ces petits plans d'eau, et surtout trouver un système de gestion de ces plans d'eau pour que ces têtes de bassin soient mieux alimentées. C'est-à-dire finalement, des élevages de vannes un peu plus fréquents, des vidanges peut-être très douces de ces plans d'eau pendant le haut printemps pour reconstituer un petit peu des crues printanières. Donc il y a une étude en cours justement pour limiter cet impact-là. Et pour ce qui concerne par contre le drainage, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la réhabilitation des zones humides. Ça passe par l'acquisition par les collectivités. Et l'agence là-dessus pourra aider certaines collectivités effectivement dans l'acquisition d'anciennes zones humides pour les réhabiliter. Mais il va y avoir des actions également de restauration, de protection des zones humides pour justement qu'elles rejouent de nouveau ce rôle d'éponge qui permet d'alimenter les têtes de bassin pendant les étiages. Allez, dernière intervention. Non, plus une fois, deux fois. Alors on va laisser conclure Martine Matorel, c'est la directrice de l'ARP Midi-Pyrénées, et on sera dans les temps. Il me reste 1 minute. Peut-être pas une conclusion, mais quelques réflexions en synthèse. Donc on peut voir effectivement que la région Midi-Pyrénées, c'est une région qui a de forts atouts naturels. Le dernier petit déjeuner s'intitulait l'atout nature en Midi-Pyrénées, où on dispose donc de nombreux points de baignade, puisque j'ai vu qu'il y en avait une centaine qui étaient recensés par les pouvoirs publics, la plupart concentrés effectivement dans le Massif central, avec le Lot et l'Aveyron notamment. On a pu voir aussi que des efforts importants avaient été faits, puisqu'en une vingtaine d'années, on est passé d'un niveau de qualité relativement médiocre à un très bon niveau de qualité. Donc on voit bien qu'on est capable d'agir pour faire en sorte que ces sites aillent dans le bon sens, soient préservés et donner un accès à toute la population de Midi-Pyrénées, mais aussi aux touristes qui viennent chez nous. On a pu voir aussi qu'il y a des initiatives nouvelles qui vont se développer. Donc, entendu que dans le Tarn, notamment sur la rivière Tarn, il y avait une réflexion qui allait dans ce sens-là. Donc, on va pouvoir peut-être avoir quelques autres sites qui vont s'ouvrir dans les années qui arrivent. Donc, tout ça, ça va dans le bon sens, et je pense que c'est important de le signaler parce que souvent, en matière d'environnement, on met en avant toujours ce qui ne va pas et on est assez pessimiste. De nombreux acteurs aussi autour de ces milieux aquatiques qui à la fois bien sûr bénéficient de ces espaces, mais qui sont aussi des acteurs de la préservation même de ces espaces, puisque on a vu qu'aussi bien les pêcheurs que les associations de canoë ou surfriders contribuent à la fois à l'observation et à la préservation de ces espaces via la sensibilisation de tous les publics. Des acteurs nombreux, parce que si j'ai bien calculé, notamment au niveau de la fédération de pêche, ça représente quand même 5% des habitants de Midi-Pyrénées. Donc on voit que c'est quand même pas du tout négligeable, avec peut-être une féminisation qui va s'accroître, même si vous n'avez pas mis des quotas encore. Donc le rôle social de ces activités qui est très important pour tous nos habitants et puis bien sûr pour ceux qui viennent chez nous en vacances. Pour conclure, donc, je pense qu'on peut signaler que c'est à l'approche de l'été des activités qui sont quand même très importantes pour notre région. Je pense qu'on peut quand même faire de l'information pour inciter à la fois les habitants mais aussi les touristes à aller se baigner et à se réapproprier ces espaces, même si parfois il y a des problèmes d'accessibilité, on l'a vu comme l'a signalé notamment Monsieur Placereau. Vous signalez aussi que le prochain petit déjeuner, puisqu'on est toujours dans l'esprit de la délocalisation, se déroulera dans le Gers le 25 septembre à Lectoure et sera consacré à Florence, me dit-on. Florence, pardon. Bon, et vous sera le confirmera, consacré mais c'est à dans la le Gers, consommation responsable, avec Etikable notamment.
Donc remercier bien sûr tous les intervenants de ce petit déjeuner et vous donner rendez-vous à la rentrée, donc le 25 septembre, dans le Gers. En attendant, un très bon été et puis rendez-vous le 8 juillet, c'est ça, pour le Big Jump ? Voilà. Merci à tous. Et bonne baignade, merci. Ne vous échappez pas, on va faire un petit bout d'interview qu'on mettra sur internet. Je vais juste faire un peu de place sur le fort là, ce sera plus simple. Non, je vais chasser devant. Excusez-moi, je vais me chasser. Très poliment, très poliment.